Infirmier R, qui travaille comme infirmier R de nuit, m'a envoyé ce récit il y a quelques jours. Elle préfère rester anonyme, et je le respecte complètement. Si tu écoutes cela et que tu travailles de nuit, tu comprendras probablement cette sensation de solitude que l'on ressent parfois dans les couloirs vides au petit matin. Si quelque chose d'inexplicable t'est arrivé lors de ton travail de nuit, raconte-le-moi dans les commentaires. Je suis fasciné par les expériences partagées, surtout celles de ceux qui travaillent quand le reste du monde dort. Maintenant, laisse-moi te raconter ce qui est arrivé à cet infirmier dans un hôpital de Buenos Aires, lors d'une nuit qui a changé à jamais sa façon de voir sa profession. Je travaille comme infirmier R depuis 11 ans. Mon nom n'a pas d'importance, mais mon histoire, oui, parce que j'ai besoin que quelqu'un d'autre sache ce que j'ai vu cette nuit-là. J'ai besoin que quelqu'un comprenne pourquoi je ne peux plus travailler de nuit. Tout a commencé en septembre 2022. Je travaillais à l'hôpital général San Martin à Buenos Aires. C'était un grand hôpital public, avec plus de 300 lits répartis sur 8 étages. J'étais affecté au 4e étage, l'aile de médecine interne, où nous recevions principalement des patients âgés atteints de maladies chroniques. Le service de nuit était de 10h du soir à 6h du matin. À cette heure-là, l'hôpital se transformait. L'agitation du jour, médecins qui couraient, familles qui visitaient, le son constant des conversations disparaissait. Il ne restait que le bourdonnement des machines, les bips occasionnels des moniteurs et le silence lourd qui n'existe que dans les hôpitaux la nuit. J'appréciais ce service étrangement. Il payait mieux et il y avait moins de supervision, moins de bureaucratie. On pouvait faire son travail tranquillement, prendre soin de ses patients sans les interruptions constantes du jour. Le 4e étage comptait 40 lits répartis dans 20 chambres. Pendant mon service, il y avait généralement entre 20 et 30 patients hospitalisés. Je travaillais avec une autre infirmière, Daniela, et un médecin de garde qui tournait entre plusieurs étages. La chambre 427 m'avait toujours mis mal à l'aise. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y avait rien objectivement de mal avec elle. C'était une chambre standard, 2 lits, une fenêtre donnant sur le parking, une salle de bain partagée, les murs typiques, couleur crème institutionnelle. Mais il y avait quelque chose dans l'air de cette chambre, quelque chose de froid, quelque chose qui donnait envie de partir rapidement. Les autres infirmiers le ressentaient aussi. Nous n'en discutions jamais ouvertement, mais je remarquais comment tous évitaient de passer du temps inutilement là-bas. On entrait, on faisait ce qu'on avait à faire, et on sortait. En mis 11 años en ese hospital, había escuchado rumores. Siempre hay rumores en los hospitales viejos. Historias de fantasmas, de pacientes que murieron en circunstancias extrañas, de luces que se encienden solas. Yo nunca les presté atención. Soy un hombre de ciencia. Creo en lo que puedo ver, tocar, medir. O al menos eso creía hasta aquella noche de septiembre. Era un miércoles. Recuerdo que había llovido durante todo el día y la ciudad olía a asfalto mojado. Llegué a mi turno a las 10, como siempre. Me cambié a mi uniforme azul. Revisé los reportes del turno anterior y comencé mis rondas. Esa noche teníamos 23 pacientes. La mayoría estaban estables. Algunos dormían con ayuda de sedantes. Otros miraban televisión en sus habitaciones, el resplandor azulado iluminando sus rostros cansados. La chambre 427 avait 2 patients. Sur le lit A se trouvait M. Germán Flores, un homme de 72 ans souffrant d'insuffisance cardiaque congestive. C'était un patient doux, toujours souriant malgré son état. Sur le lit B se trouvait Mme Beatriz Navarro, 84 ans, en train de se remettre d'une pneumonie. Je suis entré dans la chambre vers 11h pour vérifier ses signes vitaux. M. Flores était éveillé, lisant un livre sous la lumière tamisée de sa lampe individuelle. « Bonsoir, Don Germán », ai-je dit avec un sourire. « Comment vous sentez-vous »« Bien, bien », a-t-il répondu d'une voix rauque. « Je ne peux pas dormir. Le cœur bat très vite ce soir. » J'ai vérifié son moniteur. Effectivement, il avait une tachycardie légère. Rien d'alarmant, mais notable. « Vous avez mal aux poitrines ?»« Non, il bat juste vite. Et il y a autre chose. » Il a hésité. « Que se passe-t-il ? Ressentez-vous qu'il fait froid ici ?» Maintenant que je le mentionnais, oui, la chambre était considérablement plus froide que le reste de l'étage. Je pouvais voir ma propre respiration formée de petits nuages. Je vais vérifier le thermostat, ai-je dit.
Le climatiseur doit être réglé très haut. Ce n'est pas seulement ça, dit Monsieur Flores en baissant la voix. C'est que, voyez-vous cette femme dans le coin? Mon sang s'est glacé plus que la pièce. Quelle femme, Don German? Il désigna le coin le plus sombre de la pièce, près de la salle de bain. Cette femme, celle qui est là-bas, elle est là depuis environ 1 heure, juste à me regarder. Au début, j'ai pensé que c'était une infirmière, mais elle ne bouge pas. Elle ne dit rien. Je regardais dans la direction qu'il indiquait. Il n'y avait personne. Don German, il n'y a personne là-bas. Peut-être que la médication lui fait voir des choses. C'est normal. Je sais ce que je vois, insista-t-il d'une voix ferme malgré son âge. C'est une jeune femme, très pâle, avec une chemise de nuit d'hôpital, et elle me regarde fixement. Vraiment, vous ne la voyez pas? Un frisson me parcourut le dos. J'essayais de garder mon calme professionnel. Je ne vois personne, Don German, mais je vais appeler le médecin de garde pour qu'il vérifie votre médication, d'accord? Il acquiesça, mais continuait à regarder vers ce coin avec des yeux très grands. Je suis sorti de la chambre plus vite que prévu. Dans le couloir, je suis tombé sur Daniela. « Tu vas bien ?» a-t-elle demandé. « Tu as l'air pâle. » Le patient de la 427 a des hallucinations. Il dit voir une femme dans la chambre. Daniela fronça les sourcils. « La 427 ? Encore cette chambre. Qu'est-ce que tu veux dire par « encore » Elle baissa la voix. « Nous ne voulons pas parler de ça parce que ça paraît ridicule, mais plusieurs patients qui ont été dans cette chambre rapportent de voir une femme. Toujours la même description. Jeune, pâle, avec une chemise d'hôpital. Certains disent qu'elle ne fait que les regarder. D'autres disent qu'elle s'approche d'eux pendant la nuit. Et vous ne l'avez jamais signalé ? Signalé quoi ? Que les patients âgés, beaucoup d'entre eux atteints de démence ou sous médication forte, ont des hallucinations. Ce n'est pas exactement inhabituel dans un hôpital. J'avais raison, mais quelque chose dans mon estomac me disait que c'était différent. As-tu déjà découvert l'histoire de cette chambre ? Ai-je demandé. Daniela haussa les épaules. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles, il y a des années, peut-être dans les années 80 ou 90, une jeune patiente y est morte. Quelque chose à propos d'une complication chirurgicale. Mais ce ne sont que des rumeurs. Tu sais comment c'est, il y a toujours des histoires. Minuit passa. Je fis mes rondes habituelles. Tout était calme. Les patients dormaient ou se reposaient. Les machines bourdonnaient leur symphonie constante. À 1 heure du matin, l'alarme de la chambre 427 retentit. Je courais là-bas. Le moniteur de M. Flores montrait une tachycardie sévère. Quand je suis entré, il était assis sur le lit, appuyant frénétiquement sur le bouton d'appel, les yeux écarquillés et la respiration haletante. « Il s'est approché de mon lit !» criait-il. Il était juste ici, en train de me regarder, si près que je pouvais voir son visage. « Calmez-vous, monsieur German, s'il vous plaît », dis-je en vérifiant rapidement ses signes vitaux. Son cœur bat vite. J'ai besoin qu'il respire profondément. Je ne deviens pas fou, insista-t-il. Il était là, aussi réel que vous maintenant. Madame Navarro s'était réveillée avec la commotion. « Que se passe-t-il? Que criez-vous » demanda-t-elle confuse. « Tout va bien, Madame Béatrice. Monsieur German a simplement fait un cauchemar. » Ce n'était pas un cauchemar. Monsieur Flores m'a attrapé le bras avec une force étonnante. « Écoutez-moi bien, jeune homme. Cette femme n'est pas une hallucination, elle est réelle, et elle veut quelque chose. » « Que veut-elle » ai-je demandé, plus pour le calmer que parce que je croyais vraiment ce qu'il disait. Je ne sais pas, mais quand il s'est approché, il a ouvert la bouche comme s'il allait parler. Et j'ai pu voir, il hésita, tremblant. Il n'avait pas de langue. Sa bouche était vide, juste l'obscurité. L'image était si vivante, si précise qu'elle m'a fait douter. Pourquoi inventer ce détail ? Je lui ai administré un léger sédatif sur ordre du médecin de garde. Monsieur Flores s'est finalement calmé et s'est endormi. Mais avant de fermer les yeux, il m'a dit quelque chose que je n'ai pas pu oublier. Ne travaillez plus dans cette chambre. Il y a quelque chose de mauvais ici. Quelque chose qui n'a pas trouvé la paix. Je suis sorti de la chambre en me sentant inquiet. Le couloir était sombre sauf par les lumières de secours. Je pouvais entendre le bourdonnement de la climatisation et mes propres pas sur le linoléum. J'ai décidé de vérifier les dossiers. S'il y avait vraiment une jeune patiente morte dans cette chambre, il devait y avoir un enregistrement. Je suis descendu à la salle d'archives au sous-sol, où nous conservions les anciens dossiers qui n'avaient pas encore été numérisés. Avec l'aide d'une employée administrative qui travaillait de nuit, j'ai trouvé ce que je cherchais.
Avril 1994. Patiente, Sofia Romero. Âge, 26 ans. Chambre, 427. J'ai éteint les lumières et je suis resté là, dans l'obscurité, avec l'oreille collée au mur. Au début, rien. Juste le son étouffé des moniteurs de l'autre côté. Puis, je l'ai entendu. Doucement au début, presque imperceptible. Des pleurs, un sanglot étouffé, comme si quelqu'un essayait de pleurer sans faire de bruit. Cela venait de la chambre 427. Je me suis éloigné du mur, le cœur battant à tout rompre. Était-ce Monsieur Flores, Madame Navarro? Mais cela semblait différent, plus jeune, plus désespéré. Je suis sorti de la chambre 425 et j'ai marché vers la 427. Les pleurs devenaient plus forts. Cela venait définitivement de là. J'ai posé ma main sur la poignée, hésitant. Puis, les pleurs se sont arrêtés brusquement. Et une voix, claire, féminine, désespérée, a parlé de l'autre côté de la porte. « Aide-moi !» Ma main s'est figée sur la poignée. Ce n'était pas la voix de Madame Navarro. Ce n'était pas celle de Monsieur Flores. C'était une autre personne. Quelqu'un qui ne devrait pas être là. S'il vous plaît, aidez-moi. Je ne peux pas parler. Je ne peux pas leur dire. Aidez-moi. Poussez la porte lentement. La pièce était éclairée uniquement par la lumière tamisée des moniteurs. Monsieur Flores dormait profondément, sédaté. Madame Navarro dormait également, sa respiration régulière et calme. Il n'y avait personne d'autre. Mais la température était glaciale. Mon souffle formait des nuages denses devant mon visage. Et alors je l'ai vu. Dans le coin, où Monsieur Flores avait indiqué quelques heures plus tôt, il y avait une silhouette. C'était une jeune femme, exactement comme on l'avait décrite. Pâle, trop pâle, avec une chemise d'hôpital qui semblait décolorée. Ses cheveux foncés tombaient sur ses épaules, et elle me regardait avec des yeux qui semblaient infiniment tristes. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas respirer, je ne pouvais que la regarder. Elle fit un pas vers moi, puis un autre. Ses pieds ne faisaient pas de bruit sur le sol. Elle ouvrit la bouche et essaya de parler, mais comme Monsieur Flores l'avait dit, elle n'avait pas de langue, juste l'obscurité dans sa bouche, juste le silence. L'image était si vivante, si précise qu'elle m'a fait douter. Pourquoi inventer ce détail? Je lui ai administré un léger sédatif sur ordre du médecin de garde. Monsieur Flores s'est finalement calmé et s'est endormi. Mais avant de fermer les yeux, il m'a dit quelque chose que je n'ai pas pu oublier. Ne travaillez plus dans cette chambre. Il y a quelque chose de mauvais ici. Quelque chose qui n'a pas trouvé la paix. Je suis sorti de la chambre en me sentant inquiet. Le couloir était sombre, sauf pour les lumières de secours. Je pouvais entendre le bourdonnement de la climatisation et mes propres pas sur le linoléum. J'ai décidé de vérifier les dossiers. S'il y avait vraiment une jeune patiente décédée dans cette chambre, il devait y avoir une trace. Je suis descendu à la salle d'archives au sous-sol où nous conservions les anciens dossiers qui n'avaient pas encore été numérisés. Avec l'aide d'une employée administrative qui travaillait de nuit, j'ai trouvé ce que je cherchais. Avril 1994. Patiente, Sofia Romero. Âge, 26 ans. Chambre, 427. Sofia était entrée pour une chirurgie de la thyroïde de routine, mais quelque chose a terriblement mal tourné. Pendant l'opération, il y a eu des complications avec l'anesthésie. Elle a subi des lésions cérébrales par manque d'oxygène et est restée dans un état végétatif. Elle a été maintenue en vie par un support vital dans la chambre 427 pendant 3 mois pendant que sa famille décidait quoi faire. Finalement, ils ont débranché les machines. Sofia est morte dans cette chambre à 2h47 du matin le 15 juillet 1994. Il y avait une note dans le dossier écrite à la main par une infirmière, patient lucide dans les dernières minutes avant le décès. Elle a essayé de parler mais n'a pas pu en raison des lésions neurologiques. Elle semblait anxieuse. Elle est morte les yeux ouverts. J'ai fermé le dossier avec des mains tremblantes. Sofia Romero, 26 ans. Toute une vie devant elle, arrachée par une erreur médicale. Je suis retourné au 4e étage. Il était 2h du matin. Tout était calme. Je suis passé devant la chambre 427. La porte était fermée. Je pouvais entendre le doux ronflement de Monsieur Flores. J'ai décidé de faire quelque chose qui était probablement une stupidité. J'ai entré dans la chambre vide à côté, la 425, qui partageait un mur avec la 427.
Je voulais écouter s'il y avait quelque chose d'inhabituel, un son qui pourrait expliquer les visions des patients. Mais d'une certaine manière, j'ai entendu sa voix dans mon esprit. Ce n'étaient pas des mots, c'était des sentiments, désespoir, peur, frustration, la terreur absolue d'avoir quelque chose d'urgent à dire et de ne pas pouvoir le faire, d'être piégé, invisible, ignoré. Je voulais lui dire quelque chose, je voudrais qu'il sache. Elle a tendu la main vers moi, je tremblais. Et alors, aussi soudainement qu'elle était apparue, elle a disparu, comme de la fumée, comme si elle n'avait jamais été là. Je suis resté là, dans l'obscurité, avec les jambes qui tremblaient si fort que j'ai dû m'appuyer contre le mur. Je suis sorti de la pièce et je suis allé directement au fichier de mon ordinateur. J'ai cherché tout ce que je pouvais sur Sofia Romero. J'ai appelé une collègue qui avait travaillé à l'hôpital dans les années 90. Je lui ai demandé des nouvelles du dossier. « Oh, ce cas », dit-il avec un soupir. C'était terrible. Erreur d'anesthésie. L'anesthésiste a mal dosé. La fille est restée dans un état végétatif. Mais le pire, c'est qu'il y avait des preuves qu'elle pouvait entendre, qu'elle était consciente là-dedans, piégée dans son propre corps, mais personne ne s'en est rendu compte. Elle est morte consciente mais incapable de communiquer. C'était l'horreur. Sofia était consciente pendant 3 mois, écoutant tout, ressentant tout, mais totalement incapable de bouger ou de parler. Et elle est morte ainsi, avec quelque chose à dire mais sans moyen de le faire. Était-ce cela qui restait? Son désespoir de communiquer, si fort qu'il transcendait la mort? Je ne le sais pas, je ne peux pas le savoir. Ce que je sais, c'est que cette nuit-là, après ma rencontre, quelque chose a changé dans la chambre 427. Les patients ont cessé de rapporter des visions. La température est revenue à la normale. C'était comme si enfin quelqu'un l'avait entendu, comme si cela suffisait. Mais je n'ai pas pu continuer à y travailler. J'ai demandé mon transfert en équipe de jour. Et après 6 mois, j'ai quitté cet hôpital complètement. Parce qu'à chaque fois que je fermais les yeux, je la voyais, son expression désespérée, sa bouche s'ouvrant dans un cri silencieux, ses mains tendues, suppliant. Maintenant, je travaille dans un nouvel hôpital, plus moderne, sans histoire, sans chambres hantées. Mais parfois, dans le silence profond de la nuit, quand je suis seul dans les couloirs, j'entends un cri lointain. Et je me demande combien d'autres voix sont là dehors, piégées, attendant désespérément que quelqu'un les entende. Combien d'histoires sont restées non racontées? Combien de supplications sont restées sans réponse? Voici le témoignage que cet infirmier m'a partagé. Il m'a dit qu'écrire cela l'avait aidé à traiter ce qu'il avait vécu, même s'il n'a pas encore toutes les réponses. Si vous travaillez dans le domaine de la santé et que vous avez vécu quelque chose de similaire, ou si vous avez déjà ressenti des présences dans des endroits où il y a eu de la souffrance, j'aimerais que vous le partagiez dans les commentaires. Parfois, ces expériences doivent être validées, elles doivent être écoutées. Merci de m'avoir accompagné dans cette histoire. Prends bien soin de toi et repose-toi bien. On se retrouve à la prochaine. Cette histoire m'a été racontée par Laura, une abonnée qui vit dans une zone rurale du Guatemala. Elle m'a écrit il y a 3 semaines avec une expérience qu'elle a vécue il y a des années dans la maison de son enfance. Si tu as aussi grandi à la campagne ou dans un endroit où les anciennes légendes sont encore respectées, tu comprendras probablement de quoi je parle. Si tu as une histoire similaire sur des créatures qui ne devraient pas exister mais que tu as vues de tes propres yeux, partage-la dans les commentaires. Je suis fasciné de connaître vos expériences. Maintenant, voici ce que Laura a vécu quand elle n'avait que 8 ans. Je suis né dans une ferme éloignée de tout village. La maison où nous vivions avec mes parents et mes 2 grands frères était ancienne, construite par mon arrière-grand-père au début du siècle dernier. Elle était grande, avec des murs épais en adobe et un toit en tuiles rouges qui craquait pendant les tempêtes. Autour, nous avions des cultures de café et de maïs, un poulailler, quelques cochons, et au-delà, une forêt dense que personne de la famille n'osait explorer trop profondément. Depuis mon plus jeune âge, j'ai appris les règles. Ma grand-mère, qui vivait avec nous, était très stricte à leur sujet. Ce n'étaient pas des règles ordinaires comme « ne traverse pas la rue sans regarder » ou « lave-toi les mains avant de manger ».
Ce étaient des règles qui semblaient étranges, presque superstitieuses, mais que tout le monde à la maison suivait sans question. Règle numéro 1. Ne jamais laisser de nourriture dehors après la tombée de la nuit. Règle numéro 2. Ne jamais siffloter la nuit, surtout près de la maison. Règle numéro 3. Si tu entends quelqu'un t'appeler par ton nom depuis la forêt, ne réponds pas et ne te retourne pas. Règle numéro 4. Jamais, en aucune circonstance, n'ouvrez la trappe du sous-sol. Cette dernière règle était la plus importante. La trappe était dans la cuisine, dans un coin près de l'armoire. Elle était en bois lourd, avec un cadenas rouillé qui semblait fermé depuis des décennies. Ma grand-mère gardait la seule clé suspendue à une chaîne autour de son cou et ne la retirait jamais, même pas pour dormir. Quand je lui ai demandé pourquoi nous ne pouvions pas ouvrir la trappe, ma grand-mère m'a regardé avec une gravité qui m'a effrayé. « Parce qu'ils vivent là-dessous », a-t-elle simplement dit. « Et tant que nous ne les dérangeons pas, ils ne nous dérangeront pas. » « Qui sont-ils » ai-je demandé. « Les gardiens, les anciens, ceux qui étaient ici avant nous. » Sa voix est descendue jusqu'à devenir un murmure. « Ton arrière-grand-père a passé un marché avec eux lorsqu'il a construit cette maison. Il leur a donné la cave comme leur espace, et en échange, ils nous protègent. Ils tiennent les choses mauvaises à distance. Mais si nous rompions l'accord, si nous entrions dans leur territoire... » Il n'a pas terminé la phrase. Il n'avait pas besoin de le faire. La peur dans ses yeux en disait assez. Pendant des années, j'ai obéi aux règles sans problème. La vie à la ferme était paisible. J'aidais ma mère avec les tâches ménagères. Je jouais avec mes frères dans la cour. Et le soir, nous nous réunissions autour de la table pendant que ma grand-mère racontait des histoires de sa jeunesse. Mais il y avait des signes, de petites choses que, en regardant en arrière, j'aurais dû remarquer davantage. Parfois, lors des nuits très silencieuses, on entendait des bruits sous la maison, des griffements doux, de petits pas rapides, des murmures dans une langue que je ne reconnaissais pas. Mon père disait que c'étaient des rats ou des opossums qui se glissaient sous les fondations, mais je savais que ce n'étaient pas des animaux. Les animaux ne murmurent pas. Il y avait aussi des moments où nous trouvions des offrandes près de la trappe, de petits tas de pierres polies, des fleurs sauvages organisées en motifs circulaires. Une fois, j'ai trouvé une figure sculptée dans le bois qui semblait représenter une personne, mais avec des proportions étranges. Des bras trop longs, trop de doigts, une tête légèrement inclinée d'un côté. Ma grand-mère recueillait ces offrandes avec soin et les brûlait dans la cour arrière, murmurant des prières en un ancien espagnol mêlé à des mots dans une langue qui ressemblait à celle des indigènes de la région mais qui était différente, plus rugueuse, plus gutturale. Tout a changé l'été où j'ai eu 8 ans. Ma grand-mère est tombée malade. C'était soudain et sévère. Un jour, elle allait bien, marchant dans la maison, cuisinant, racontant ses histoires. Le lendemain, elle pouvait à peine se lever du lit. La fièvre la consumait. Elle délirait, parlant avec des personnes qui n'étaient pas là, avertissant sur des choses que nous ne pouvions pas voir. « Ils sont agités », murmurait-elle entre deux rêves. « Ils ont faim. Cela fait trop longtemps. Ils ont besoin... » Elle ne terminait jamais ses phrases avant de retomber dans l'inconscience. Mes parents ont amené le médecin du village le plus proche. Il a examiné ma grand-mère et n'a rien trouvé de spécifique. Cela pourrait être son âge, a-t-il dit vaguement. Parfois, les personnes âgées s'éteignent simplement. Mais je savais que c'était quelque chose de plus. Nous le savions tous. La nuit où tout a empiré a été une nuit sans lune. Le ciel était complètement noir, sans étoiles visibles. Une obscurité si dense qu'elle semblait solide. J'étais dans ma chambre, essayant de dormir, quand j'ai entendu le premier coup. Il venait d'en bas, pas du rez-de-chaussée de la maison, mais d'encore plus bas, du sous-sol que nous n'avions jamais ouvert. Toc, toc, toc. 3 coups espacés, délibérés, comme si quelqu'un frappait à une porte de l'autre côté. Je me suis assis sur le lit, le cœur battant fort. J'ai attendu, en retenant mon souffle. Les coups se sont répétés. Plus fort cette fois. Toc, toc, toc. J'ai entendu du mouvement dans la maison, des pas précipités, des voix chuchotant avec urgence. Mes parents étaient réveillés. Je me suis levé et suis sorti de ma chambre. Mes frères aussi étaient sortis de la leur, le visage pâle et les yeux très ouverts. « Reposez-vous », nous a ordonné mon père, mais sa voix tremblait. Toc, toc, toc. Les coups ont continué. Maintenant, ils étaient accompagnés de griffures, comme des ongles longs traînant sur du bois. Ma mère courut dans la chambre de ma grand-mère. Elle la trouva assise sur le lit, complètement éveillée malgré sa maladie, les yeux fixés sur la porte. Ça a commencé,
dit ma grand-mère d'une voix rauque. La faim est trop forte. Nous avons cassé quelque chose sans faire exprès. Ont-ils laissé de la nourriture dehors? Ma mère pâlit. Cet après-midi, nous avions fait un barbecue dans la cour. Et dans la précipitation pour ramener ma grand-mère dans son lit lorsqu'elle s'est aggravée, nous avions laissé les restes de nourriture sur une table dehors. Nous avions brisé la première règle. Les coups devinrent frénétiques. Ce n'étaient plus 3 coups espacés. C'était un martèlement constant, comme si des dizaines de petits poings frappèrent la trappe en dessous. Et alors, nous avons entendu des voix. Elles étaient aiguës et rugueuses, comme si plusieurs petites gorges parlaient en même temps. Je ne pouvais pas comprendre les mots, mais le ton était clair, colère, faim, demande. Mon père descendit les escaliers avec une lampe de poche et un machette qu'il gardait pour travailler dans les cultures. Je le suivis malgré ses protestations. J'avais besoin de voir. Quand nous sommes arrivés à la cuisine, la scène m'a glacé le sang. La trappe tremblait, vibrant littéralement dans son cadre comme si quelque chose en dessous la poussait avec une force terrible. Le cadenas rouillé grinçait, s'efforçant de rester fermé. Autour des bords de la trappe, où le bois rencontrait le sol en carreaux, sortait une fumée gris pâle qui ne sentait rien mais piquait les yeux. Et les voix. Dieu, les voix. Ce n'étaient plus seulement des sons incompréhensibles. Maintenant, je pouvais distinguer des mots en espagnol, mêlés à cette autre langue. Faim, faim, ils ont promis, ils ont donné, maintenant rien. Faim, ouvrez, ouvrez, femme. Mon père est resté figé à l'entrée de la cuisine, le machette tremblant dans sa main. « Va chercher ta grand-mère », me dit-il sans détourner le regard de la trappe. « Vite !» Je courus à l'étage. Ma grand-mère était déjà aidée par ma mère pour descendre. Elle se déplaçait avec difficulté, appuyée lourdement sur le bras de ma mère, mais sur son visage il y avait une détermination féroce. Elle arriva à la cuisine et observa la trappe vibrante avec des yeux à moitié clos. « 3 mois sont passés, » murmura-t-elle. « 3 mois sans offrande. »« Des offrandes » demanda mon père. Je pensais que les offrandes étaient ce qu'il laissait pour nous. Acronyme. Ma grand-mère secoua lentement la tête. « Non, mon fils, ce sont des signaux, des rappels du pacte. Je devais leur laisser de la nourriture tous les 3 jours, une nourriture spécifique. Mais avec la maladie, j'ai oublié, j'ai perdu le compte. » Sa voix se cassa. Le panneau de trappe cessa de vibrer brusquement. Le silence qui suivit était d'une manière ou d'une autre pire que le bruit. C'était un silence plein d'attente, affamé. Puis nous avons entendu le premier griffement sur les murs. Pas sur les murs extérieurs, sur les murs intérieurs. Comme si quelque chose de petit grimpait à l'intérieur de la structure de la maison, se déplaçant entre des espaces qui ne devraient non pas être accessibles. Les griffements se multiplièrent, des dizaines d'eux, peut-être des centaines, nous entourant, montant le long des murs vers nous. Nous devons leur donner quelque chose, dit ma grand-mère avec urgence. Maintenant, avant qu'ils ne sortent. Sortent? Ma mère serra mes frères contre elle. Peuvent-ils sortir? Si vous avez suffisamment faim, si le pacte est rompu suffisamment, oui, vous pouvez. Ma grand-mère porta la main à la chaîne autour de son cou en sortant la clé. Mais ils préfèrent ne pas le faire. Ils préfèrent rester en bas, dans l'obscurité. Ils ont juste besoin que nous nous souvenions de l'accord. Les griffes venaient maintenant de toutes parts. Du plafond, des murs, du sol même sous nos pieds. Ma grand-mère ouvrit le placard avec des mains tremblantes et commença à sortir de la nourriture. Pain, fruits, viande séchée, miel. Elle l'empilait dans ses bras sans ordre ni logique apparente. « Laura » m'appela-t-elle. « Viens ici. » Je m'approchai, terrifiée mais obéissante. « Tu vas devoir apprendre cela, dit-elle, me regardant droit dans les yeux. Parce qu'un jour, quand je ne serai plus là, ce sera toi qui maintiendras le pacte. Pourquoi moi, chuchotai-je. Parce que tu as le don. Tu peux les sentir, n'est-ce pas? Tu as toujours pu. C'était vrai. J'avais toujours ressenti la présence sous la maison. Une conscience multiple, ancienne, affamée mais pas nécessairement malveillante. Simplement, une autre. Ma grand-mère s'est dirigée vers la trappe, la nourriture empilée dans ses bras. Les griffures se sont arrêtées, comme si ceux qui se trouvaient sur les murs attendaient, observant. Avec la clé suspendue à son cou, elle a ouvert le cadenas. Le clic métallique a résonné dans le silence comme un coup de feu. « Ne regarde pas directement en bas », m'a-t-elle averti. « Peu importe ce que tu vois ou ce que tu entends. Ne les regarde pas directement. » Elle a levé la trappe. L'odeur qui en est sortie était indescriptible. Ce n'était pas exactement pourri. C'était de la terre humide, des feuilles en décomposition.
quelque chose de musqué et animal, mais pas d'un animal que je connaissais. Et sous tout ça, quelque chose de sucré et de maladif qui faisait remuer mon estomac. Mais pire que l'odeur, c'était le son. Des respirations, des dizaines d'entre elles, petites, rapides, anxieuses, comme des chiens haletants mais plus aigus, et des murmures, tant de murmures superposés qui devenaient un bourdonnement constant. Je gardais mon regard fixé sur le visage de ma grand-mère, suivant ses instructions. Mais du coin de l'œil, je pouvais voir du mouvement dans l'obscurité du sous-sol ouvert. De petites formes, beaucoup d'entre elles, se déplaçant, grimpant les unes sur les autres, s'approchant de l'ouverture. Ma grand-mère commença à laisser tomber la nourriture dans le sous-sol, morceau par morceau, pain, pommes, tranches de viande séchée. Chaque fois que quelque chose tombait, il y avait une frénésie de mouvements en bas, des sons de mastication rapide, de brèves bagarres pour les plus gros morceaux, et puis un silence attentif en attendant la prochaine bouchée. Quand elle eut fini, ma grand-mère versa tout le contenu du flacon de miel directement dans l'obscurité. Le liquide doré disparut en quelques secondes, accompagné de sons de léchage et de satisfaction. « Pardon », dit ma grand-mère à voix haute, s'adressant à l'obscurité. « Pardon pour l'inattention, pardon pour la faim. Le pacte est maintenu, comme toujours, comme il doit l'être. » Les respirations se calmèrent. Les murmures s'apaisèrent jusqu'à devenir quelque chose de presque musical. Presque. Reconnaissant, ma grand-mère ferma lentement la trappe et remit le cadenas. Au moment où le cadenas fit clic, tous les bruits dans les murs cessèrent. La maison resta dans un silence complet. Nous restâmes là, tous silencieux, pendant ce qui sembla une éternité. Finalement, mon père laissa échapper un soupir tremblant et abaissa le machette. « Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-il. Ma grand-mère s'appuya contre le mur, épuisée par l'effort. « Ce sont anciens, » dit-elle. « Ils étaient ici bien avant l'arrivée des Espagnols, avant même l'arrivée des Mayas. Ce sont les originaux, ceux qui arpentèrent ces terres lorsque les arbres étaient jeunes. » Elle s'interrompit pour reprendre son souffle. « Ton arrière-grand-père les a trouvés lorsqu'il creusait les fondations de cette maison. Il a creusé trop profondément et a ouvert une de leurs tanières. Ils l'ont attaqué. Il a failli mourir. Et ma mère pouvait à peine parler. Et il négocia. Il leur proposa un marché. S'il lui permettait de construire sa maison ici, s'il lui permettait de vivre sur cette terre, il leur offrirait un refuge permanent sous son toit. Il leur donnerait de la nourriture régulièrement. Et jamais, jamais il n'essaierait de leur faire du mal ou de les expulser. Et ils ont accepté. Ils n'ont pas seulement accepté. Ils ont amélioré le marché. Ils ont dit que s'il remplissait sa part, il protégerait sa maison et sa famille de tout mal extérieur. Il maintiendrait à distance les voleurs, les animaux dangereux, les maladies, même d'autres esprits malins. Tant que le pacte serait respecté, la famille serait en sécurité. Je regardais vers la trappe fermée. De l'autre côté, je pouvais sentir quelque chose. Une présence collective. Des milliers d'yeux invisibles nous observaient, mais je ne ressentais plus de menace. Juste de la surveillance, même une protection. « Combien sont-ils » demandai-je à voix basse. Ma grand-mère me regarda avec une expression sérieuse. « Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais compté. Je n'ai jamais vraiment regardé. Mais j'ai l'impression qu'ils sont nombreux. Toute une colonie vivant dans des tunnels qu'ils ont creusés sous toute la propriété. Cette maison n'est que l'entrée de leur monde. » Pendant les semaines suivantes, ma grand-mère m'a tout appris sur le pacte. Comment préparer les offrandes, quels aliments ils préféraient, fruits sucrés, miel, viande crue, pain fraîchement cuit. À quelle fréquence ils devaient se nourrir, tous les 3 jours sans faute. Et les autres règles, ne jamais siffloter la nuit car cela les irritait, ne jamais laisser de nourriture dehors car cela perturbait l'accord, ne jamais répondre aux voix de la forêt car elles ne venaient pas d'eux mais de choses qu'ils maintenaient à distance. Comment ont-ils l'air ? Lui demandai-je une nuit pendant que nous préparions une offrande. Elle réfléchit longtemps avant de répondre. Je ne les ai vus qu'une seule fois. Quand j'étais plus jeune que toi, j'ai commis une erreur. J'ai regardé directement en bas lorsque ton arrière-grand-père a ouvert la trappe. Ses mains tremblaient légèrement pendant qu'il coupait des fruits. Ils sont petits, de la taille d'un gros chat peut-être. Mais ce ne sont pas des animaux. Ils ont une forme vaguement humaine. Ils marchent sur 2 jambes. Ils ont des mains avec trop de doigts. Leur visage, il s'est arrêté. Leurs visages sont presque humains.
Mais leurs yeux sont trop grands, et leurs bouches, ils ont trop de dents. Petites, aiguisées, conçues pour manger n'importe quoi. Ils font peur, demandai-je. Au début, oui, beaucoup. Mais après les avoir regardés un moment, j'ai ressenti quelque chose de plus. J'ai ressenti de l'ancienneté, de la fatigue. Ils ont vécu si longtemps, Laura, tellement que presque ils ne se souviennent plus de comment était le monde quand ils marchèrent librement sous le soleil. Maintenant, ils préfèrent l'obscurité, le calme. Ils demandent seulement qu'on ne les oublie pas. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve. Ou peut-être était-ce plus qu'un rêve. Elle était debout dans le sous-sol. Pas le sous-sol sous notre maison, mais quelque chose de beaucoup plus grand. Une énorme caverne qui s'étendait dans toutes les directions. Les murs brillaient d'une mousse phosphorescente qui donnait à peine assez de lumière pour voir. Et ils étaient là. Des centaines, peut-être des milliers. De petites figures courbées avec une peau qui ressemblait à l'écorce d'un arbre ancien. Leurs yeux énormes et brillants me regardaient, sans cligner des yeux. Mais pas avec hostilité, avec curiosité, avec reconnaissance. L'un d'eux s'est approché. Il était légèrement plus grand que les autres, avec des marques sur la peau qui semblaient être des cicatrices rituelles. Nueva Guardiana. Nouvelle gardienne, dit-elle d'une voix comme des feuilles mortes frottant contre la pierre. Nous voyons en toi. Nous ressentons en toi. Tu maintiendras le pacte. Acronyme. Oui, répondis-je, bien que je ne sois pas sûr de comment je pouvais parler dans le rêve. Je le maintiendrai. La créature inclina la tête dans un geste qui aurait pu être du respect ou de la gratitude. Nous aussi, nous tenons notre part. Nous protégeons, nous veillons. Les choses de la forêt profonde ne traversent pas tant que nous sommes là. Les ombres qui marchent la nuit ne touchent pas cette maison. Le pacte est bon pour nous deux. Acronyme. Que êtes-vous ? Demandai-je. D'où venez-vous ? La créature fit un son qui aurait pu être un rire ou des pleurs. Il était difficile de distinguer. Nous étions les premiers. Avant les grandes villes de pierre. Avant les hommes qui écrivent. Nous étions nombreux. Tout le continent était à nous. Mais d'autres sont venus. Plus forts, plus cruels. Ils nous ont poussés sous terre. Nous nous sommes cachés. Nous nous sommes adaptés. Nous avons oublié la lumière du soleil. Nous avons appris l'obscurité. Je regardais autour de la caverne toutes ces créatures anciennes qui m'observaient avec leurs yeux trop grands. Pourquoi font-ils des pactes avec les humains ? Parce que les humains se souviennent. Les humains racontent des histoires. Les humains gardent la mémoire de ce qui a été. Si nous faisons un pacte avec une famille, cette famille se souvient que nous existons. Cela nous donne un but au-delà de simplement survivre. Cela nous donne... Il fit une pause, cherchant le mot. Signification. Je me suis réveillé avec des larmes aux yeux. Pas par peur, mais par une tristesse profonde que je ne pouvais pas complètement expliquer. Ma grand-mère était assise à côté de mon lit, m'observant, comme si elle savait que je ferais ce rêve. « Tu les as vus, n'est-ce pas ?» J'hochai la tête. « Bien. Maintenant tu comprends. Ce ne sont pas des monstres. Ce sont des réfugiés, des survivants d'un monde qui n'existe plus. Et nous sommes leurs gardiens autant qu'ils sont nos protecteurs. J'ai vécu dans cette maison jusqu'à l'âge de 16 ans. Pendant ces 8 années, j'ai respecté fidèlement le pacte. Tous les 3 jours, je préparais des offrandes et les laissais dans la trappe. Ma grand-mère m'a appris à l'ouvrir, toujours sans regarder directement en bas, à laisser la nourriture, à murmurer des mots de gratitude et à la refermer. La maison a prospéré pendant ces années. Nous n'avons jamais été cambriolés, bien que des voisins à des kilomètres aient subi des cambriolages. Nous n'avons jamais eu de problèmes avec des animaux sauvages détruisant les cultures. Lorsqu'une terrible tempête a dévasté la région, notre maison est restée intacte, alors que d'autres ont perdu des toits entiers. Et la nuit, lorsque tout était silencieux, je pouvais entendre des murmures sous le plancher. Je n'avais plus peur. C'était comme une berceuse, un rappel que nous n'étions pas seuls, mais que nous étions protégés. Lorsque j'ai eu 16 ans, mes parents ont décidé de déménager en ville. Mes frères et sœurs étaient déjà partis pour étudier. La vie à la ferme était trop difficile, surtout avec ma grand-mère de plus en plus faible. La nuit avant notre départ, ma grand-mère m'a emmené dans la cuisine. Elle a ouvert la trappe pour la dernière fois. « Nous partons », annonça-t-elle dans l'obscurité en dessous. « La famille s'en va, mais l'une reviendra. La gardienne reviendra, je le promets. » Les murmures montaient d'en bas. Ils semblaient presque tristes. Ma grand-mère a fermé la trappe et m'a donné la clé. « C'est maintenant ta responsabilité. »
Un jour, quand tu seras prête, tu reviendras. Cette maison est à toi. Elle est dans mon testament. Et quand tu reviendras, tu reprendras le pacte. Et si je ne reviens pas? Demandai-je. Et si je décide de rester en ville? Elle m'a regardé avec ses yeux anciens qui semblèrent voir à travers le temps. Tu reviendras, parce que tu le ressens, Laura, tu ressens l'appel. Et finalement, l'appel sera plus fort que n'importe quelle vie que tu construiras ailleurs. J'avais raison. 12 ans sont passés. J'ai étudié, j'ai travaillé, j'ai essayé de construire une vie urbaine normale, mais il y avait toujours une inquiétude, un sentiment d'incomplétude et des rêves. Les rêves ne s'arrêtèrent jamais. Toutes les quelques semaines, je rêvais de la caverne sous la maison, des créatures qui attendaient, leurs grands yeux m'observant, posant silencieusement la question « Quand reviendras-tu » Ma grand-mère est morte quand j'avais 28 ans. Lors de ses funérailles, j'ai trouvé une lettre qu'elle m'avait laissée. « Laura, la maison t'attend. Ils t'attendent. Le pacte s'est affaibli sans offrande régulière, mais il ne s'est pas brisé. Ils peuvent attendre plus longtemps que n'importe quel humain ne peut vivre. Mais ils attendent mieux quand ils savent qu'ils ne sont pas oubliés. Reviens, enfant, termine ce que j'ai commencé. Garde vivante la mémoire de ce qui a été et de ce qui sera toujours. 3 mois plus tard, je suis retourné à la ferme. La maison était étonnamment en bon état, compte tenu qu'elle avait été abandonnée pendant des années. Les murs tenaient toujours. Le toit était intact, comme si quelque chose l'avait protégé. Je suis entré dans la cuisine avec un sac de nourriture que j'avais apporté de la ville. Pain, fruits, miel, viande. La trappe était exactement comme je m'en souvenais. La serrure était toujours fermée. J'ai sorti la clé que j'avais gardée toutes ces années et je l'ai insérée dans le mécanisme rouillé. Quand j'ai levé la trappe, l'odeur familière m'a frappé. Terre, feuilles, quelque chose d'ancien et d'animal. Et je les ai entendus, les murmures. Plus doux maintenant, presque timide. « Tu es revenu » disèrent les voix depuis l'obscurité. « Gardienne est revenue. »« Oui » répondis-je, laissant tomber la nourriture dans le sous-sol. Je suis revenu, et le pacte continue. Le frénésie d'alimentation qui a suivi était de la musique pour mes oreilles. Des sons de gratitude, d'accueil, de foyer. Cela fait 2 ans depuis. Je vis maintenant dans la maison. J'ai rénové certaines parties, mais la structure essentielle demeure. Et tous les 3 jours, sans faute, j'ouvre la trappe et je laisse des offrandes. Parfois, lors des nuits très calmes, je les entends plus clairement, se déplaçant dans leurs tunnels, chantant des chansons dans leur ancienne langue, vivant leur vie sous mes pieds. Et je sais que tant que je les nourrirai, tant que je garderai la mémoire du pacte, ils garderont leur part. Cette maison, cette terre, est protégée, pas par des clôtures, des alarmes ou des chiens de garde, mais par quelque chose de bien plus ancien, bien plus puissant, pour ceux qui vivent sous la maison, les premiers, les oubliés, ceux qui restent. Et ainsi se conclut ce que Laura m'a partagé. Elle me dit qu'elle vit encore dans cette maison, que le pacte continue, et qu'un jour elle enseignera à ses propres enfants ou à un jeune membre de la famille comment le maintenir. Si tu as grandi avec des histoires de lutins, d'alux ou de toute créature petite qui vit sous terre et doit être respectée, raconte-moi dans les commentaires. Ces légendes existent dans presque toutes les cultures rurales pour une raison. Peut-être parce qu'il y a une part de vérité en elles. Prends soin de tes pactes, respecte l'ancien, et on se retrouve dans la prochaine histoire. Cette histoire m'a été envoyée par Ramiro, un camionneur qui parcourt les routes d'Argentine depuis plus de 20 ans. Ce qu'il m'a raconté sur une certaine route dans la province de Santiago del Estero m'a complètement glacé le sang. Si toi aussi tu conduis la nuit, surtout sur des routes isolées, et que tu as vécu quelque chose d'inexplicable, j'aimerais beaucoup que tu le partages dans les commentaires. Les routes nocturnes ont leurs propres histoires, leurs propres mystères. Avant de commencer, si tu apprécies ces histoires et que tu souhaites en entendre davantage chaque semaine, pense à t'abonner à la chaîne. Maintenant, voici l'histoire de Ramiro et de cette route où il a appris que certains chemins sont à éviter après la tombée de la nuit. Je m'appelle Ramiro et je conduis des camions de fret à travers toute l'Argentine depuis 23 ans. J'ai tout vu sur les routes, des accidents terribles, des tempêtes qui semblent venir de la fin du monde, des animaux traversant au pire moment possible.
Je pensais que rien ne pourrait plus me surprendre. Je me suis trompé. Ce que je vais raconter s'est passé en juillet 2023. Mais j'ai encore du mal à dormir certaines nuits en y pensant. J'évite encore cette route, même en journée. Et jamais, en aucune circonstance, je ne la prends après la tombée de la nuit. C'était un voyage routinier. Je devais transporter une cargaison de Cordoba à Tucumán. Je prenais habituellement la route principale, la nationale 9. Mais cette semaine-là, elle était en travaux sur plusieurs sections. Les déviations ajoutaient 3 heures au trajet. Mon chef m'a suggéré un itinéraire alternatif. Une route provinciale moins fréquentée qui passait par la province de Santiago del Estero. C'est un chemin plus direct, m'a-t-il dit. Tu économises facilement 2 heures. Elle est en bon état, mais peu de gens l'utilisent parce qu'elle est plus isolée. Je n'avais pas de problème avec les routes isolées. En fait, je les préférais. Moins de trafic, moins de stress, plus facile de maintenir une vitesse constante. Je suis parti de Cordoba à 4 heures de l'après-midi. Je prévoyais d'arriver à Tucumán vers minuit. Le temps était dégagé. La route alternative était clairement indiquée sur mon GPS. Tout était parfait. Les 2 premières heures ont été normales. Route asphaltée en bon état, paysage monotone de champs et de petits bois typiques de cette région. Je suis passé par quelques petits villages, quelques stations-service. Je me suis arrêté dans une pour faire le plein et acheter quelque chose à manger. L'employé de la station était un homme âgé d'environ 60 ans. Pendant qu'il faisait le plein, il m'a demandé où j'allais. À Tucumán, ai-je répondu. Je vais par la route provinciale 310. Son expression a changé. Il a froncé les sourcils. Vous passerez par là la nuit? Oui, j'arriverai dans cette zone vers 7-8 heures du soir. Pourquoi? La route est mauvaise. La route est bonne. C'est autre chose. Quelle chose? Il a regardé autour de lui comme pour s'assurer que personne d'autre n'écoutait. Les gens d'ici évitent cette route la nuit, surtout le tronçon du kilomètre 38 au 45. Ils disent qu'il se passe des choses étranges. J'ai souri. J'avais déjà entendu des histoires similaires auparavant. Chaque région a ses légendes de routes hantées. Quel genre de choses étranges? Apparitions, des gens sur la route qui ne devraient pas être là, des voitures qui apparaissent et disparaissent, des sons. Je ne l'ai jamais vu personnellement, mais je connais des gens de confiance qui l'ont fait. Et tous disent la même chose. Si tu dois passer par là la nuit, ne t'arrête pas. Quoi qu'il arrive, ne t'arrête pas. Compris, dis-je, ne croyant pas vraiment encore, mais appréciant l'avertissement. Je ne m'arrêterai pas. Et si tu vois quelqu'un demander de l'aide sur la route, surtout près du kilomètre 38, ne t'arrête pas. Ce n'est pas ce que ça semble être. J'ai payé le carburant, remercié pour le conseil et poursuivi mon chemin. C'était une bonne histoire, pensais-je. Le genre de choses que les locaux racontent aux étrangers. Le soleil a commencé à se coucher vers 6h30. À 7h, il faisait complètement nuit. La route provinciale était très peu éclairée. Seuls mes phares perçaient l'obscurité et quelques poteaux réfléchissants marquaient le chemin. Le trafic était pratiquement inexistant. En 1 heure, je n'ai croisé que 3 véhicules. Le reste du temps, j'étais seul dans l'obscurité, avec le ronronnement constant du moteur et le bourdonnement des pneus sur l'asphalte. Ma radio était réglée sur une station d'information, mais plus je m'enfonçais dans cette route, pire devenait la réception. Finalement, il ne restait que des parasites. J'ai changé pour un CD de musique que j'avais apporté. Cumbia, folklore, quelque chose pour me garder éveillé. Vers 8 heures du soir, j'ai vu le panneau. Kilomètre 38. Je me suis souvenu des paroles de l'employé de la station. Du kilomètre 38 au 45. 7 kilomètres d'une prétendue activité paranormale. J'ai regardé la route devant moi. Elle était droite comme une flèche, disparaissant dans l'obscurité. Des buissons de chaque côté. Pas de maison, pas de lumière, juste la route vide. J'ai accéléré un peu. Plus vite je passerais cette section, mieux ce serait. Pas parce que j'avais peur, me suis-je dit. Juste parce que je voulais arriver à l'heure. Mais alors, la musique s'est arrêtée. Le CD a simplement cessé de se lire. J'ai regardé le stéréo. L'écran montrait que le CD fonctionnait toujours. Le compteur de temps avançait, mais il n'y avait pas de son. J'ai essayé d'augmenter le volume. Rien. C'est étrange, murmurait. J'ai essayé d'éjecter le CD et de le remettre, mais le bouton ne répondait pas. Le stéréo semblait gelé d'une certaine manière. Bon, pensais-je. Je vais conduire en silence, ce n'est pas grave. Mais le silence sur cette route était oppressant. Je pouvais entendre chaque petit son, le moteur, les pneus, ma propre respiration.
et quelque chose de plus. Un bourdonnement très faible, presque imperceptible, comme de l'électricité statique. Puis j'ai vu les lumières. Au loin, dans ma voie, il y avait des lumières rouges, des feux de freinage. Un autre véhicule. Je me suis approché lentement. C'était une petite voiture, une vieille berline, arrêtée au milieu de la voie, sans feu de détresse, juste les feux de freinage allumés. J'ai réduit la vitesse. Mon instinct de conducteur me disait que je devais aider. Peut-être avait-il une panne mécanique, peut-être avait-il besoin d'aide. Mais alors je me suis souvenu des paroles de l'employé. Ne t'arrête pas, quoi qu'il arrive, ne t'arrête pas. Dudé. Mon pied se déplaçait entre l'accélérateur et le frein. La voiture se rapprochait de plus en plus. Je pouvais voir qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Une silhouette sur le siège du conducteur. J'ai décidé de passer devant. Si elle avait vraiment besoin d'aide, je pouvais appeler la police depuis le prochain village. Mais juste au moment où j'allais passer à côté de la voiture, la porte du conducteur s'est ouverte. Une femme est sortie, jeune, peut-être 25 ans. Elle portait une robe claire. Son visage était pâle, terrifié. Elle a levé les deux mains, gesticulant désespérément pour que je m'arrête. Mon pied a instinctivement appuyé sur le frein. Le camion a commencé à ralentir. Mais alors quelque chose m'a fait regarder de plus près. Quelque chose n'allait pas. La femme ne projetait pas d'ombre sous les phares. Et sa robe, qui semblait claire de loin, était tachée de quelque chose de sombre. Quelque chose qui ressemblait à du sang séché. Et ses yeux. Même depuis la cabine du camion, j'ai pu voir ses yeux. Ils étaient complètement noirs, sans blanc, sans iris, juste noirs. J'ai appuyé à fond sur l'accélérateur. Le camion a accéléré, passant à côté de la voiture. J'ai regardé dans le miroir latéral. La femme était toujours là, debout au milieu de la route, regardant mon camion s'éloigner. Elle ne bougea pas. Elle ne courut pas après moi. Elle resta simplement là, immobile comme une statue. Et alors, en regardant, elle disparut. Elle et la voiture. Elles ont simplement disparu comme si elles n'avaient jamais été là. Mon cœur battait sauvagement. Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures étaient blanches. Putain, c'était quoi ça? Dis-je à voix haute, ma voix tremblante. J'ai regardé le compteur kilométrique. Kilomètre 39. Il me restait encore 6 kilomètres de cette section maudite. J'ai maintenu une vitesse élevée. 80-90 km par heure. Plus vite que ce qui est recommandé pour une route provinciale la nuit, mais cela ne m'importait pas. Je voulais juste sortir de là. Le kilomètre 40 est passé, puis le 41. Au kilomètre 42, j'ai entendu le choc. Boum. Quelque chose avait frappé le côté du camion, fortement, comme si quelqu'un avait lancé une grosse pierre. J'ai regardé dans le miroir. Il n'y avait rien sur la route derrière moi. Boum. Boum. 2 autres coups. Sur le toit cette fois. Comme si quelqu'un frappait d'en haut. Non, 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 répétai-je en accélérant davantage. Les coups ont continué. Boum, 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 sur toute la longueur du camion, comme si plusieurs mains frappaient le conteneur de chargement. Et puis j'ai entendu des voix. Elles ne venaient de nulle part en particulier. Elles semblaient venir de partout en même temps. Des voix chuchotant, murmurant, certaines riant, d'autres pleurant. Une cacophonie de sons humains, mais totalement inhumains en même temps. J'ai fermé les yeux une seconde, essayant de garder mon calme. Quand je les ai ouverts, quelqu'un se tenait au milieu de la route. Un homme, debout, juste devant ma voie. Je n'ai pas eu le temps de freiner. Je n'ai pas eu le temps d'éviter. Le camion l'a traversé. Il n'y a pas eu de choc, il n'y a pas eu de coup. Je suis simplement passé à travers lui comme s'il était de la fumée. J'ai regardé dans le miroir latéral. L'homme était toujours là, tournant lentement pour regarder mon camion s'éloigner. Son visage était dévasté, comme s'il avait été dans un accident terrible. Et il souriait. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, répétait-il comme un mantra. Kilomètre 43. Les coups sur le camion se sont intensifiés. Maintenant, on n'aurait dit que des dizaines de poings frappaient simultanément. Bang, 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 bang. Les voix étaient les plus fortes. Plus de murmures. Des cris. Des personnes criant dans l'agonie, la terreur, le désespoir. Et alors j'ai vu les enfants. 3 enfants, debout au bord de la route. Ils ne pouvaient pas avoir plus de 10 ans. Ils se tenaient par la main. Ils me regardaient avec des expressions vides pendant que je passais. Mais leurs vêtements étaient déchirés.
Leur visage était sale de quelque chose qui ressemblait à des cendres, et derrière eux, la montagne brûlait avec des flammes qui ne produisaient pas de lumière. Kilomètre 44. Le volant a commencé à vibrer violemment dans mes mains. Tout le camion tremblait comme s'il traversait un tremblement de terre. Les miroirs latéraux montraient des images déformées, des figures courant à côté du camion, des visages pressés contre les fenêtres du conteneur, des mains griffant le métal. La température à l'intérieur de la cabine est descendue en flèche. Je pouvais voir ma respiration. La vitre a commencé à s'embuer de l'intérieur. Et dans cette condensation, lentement, des mots commencèrent à apparaître. Comme si quelqu'un écrivait avec un doigt invisible. « Rejoignez-nous !»« Non !» criai-je. « Laissez-moi en paix. Kilomètre 45. » Au moment où je passais le panneau du kilomètre 45, tout s'arrêta. Les coups cessèrent. Les voix se turent. La température redevint normale. Le tremblement du camion disparut. Les mots sur la vitre s'évanouirent. Et mon autoradio recommença à fonctionner. La musique de Cumbia reprit exactement là où elle s'était arrêtée, comme si rien ne s'était passé. Je regardais dans les rétroviseurs. La route derrière moi était vide. Normal. Juste de l'asphalte sombre sous la lumière de mes feux arrière. Je n'ai pas ralenti. J'ai continué à conduire à toute vitesse pendant les 20 kilomètres suivants jusqu'à ce que je voie enfin les lumières d'un petit village. Je suis entré dans le village et je me suis arrêté au premier endroit éclairé que j'ai vu. Une station-service avec un restaurant attenant. J'ai garé le camion, coupé le moteur et je suis simplement resté assis là, tremblant. Un employé est sorti, inquiet. « Ça va, monsieur ? Vous avez l'air très pâle. Puis-je utiliser vos toilettes ?» ai-je réussi à dire. « Bien sûr, entrez. » Je suis entré dans les toilettes et j'ai vomi. Ensuite, je me suis lavé le visage à l'eau froide, essayant de traiter ce que je venais de vivre. Quand je suis sorti, j'ai demandé à l'employé au sujet de la route. « Connaissez-vous le tronçon de 38 à 45 km sur la route provinciale 310 ?» Son expression est devenue sérieuse. « Oui. Vous y êtes passé de nuit ? Oui. Vous avez vu quelque chose ? J'ai vu beaucoup de choses. Des choses que je ne peux pas expliquer. » Il a hoché la tête, sans surprise. Ce n'est pas la première fois. Ce tronçon a une histoire. Une mauvaise histoire. Il m'a expliqué qu'au cours des années 70, il y avait eu un terrible accident là-bas. Un autobus plein de passagers, familles, enfants, travailleurs, s'était égaré lors d'une tempête. L'autobus est tombé dans un ravin et a pris feu. Tous sont morts. Plus de 40 personnes. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Des années plus tard, sur le même tronçon, il y eut une série de meurtres. Un tueur en série qui se faisait passer pour un automobiliste en panne. Lorsqu'une personne s'arrêtait pour aider, il l'attaquait. Il a tué au moins 10 personnes avant d'être capturé. Et depuis lors, la route avait été le théâtre de dizaines d'accidents inexplicables. Des conducteurs qui perdaient simplement le contrôle. Des personnes qui disparaissaient. Des véhicules trouvés abandonnés sans explication. Les gens disent là que les victimes sont toujours là. Continua l'employé, coincés, repetant leurs derniers instants, cherchant de la compagnie, ou une vengeance, ou simplement incapables de partir. Je suis resté dans ce village cette nuit-là. Je ne pouvais pas continuer à conduire. J'avais besoin de digérer ce que j'avais vu. Le lendemain matin, à la lumière du jour, j'ai vérifié mon camion. Il y avait des marques partout sur le conteneur. Ce n'était pas exactement des bosses. C'était plutôt des traces, des empreintes de mains, des dizaines d'entre elles. Comme si plusieurs personnes avaient appuyé et frappé le métal. Mais ce qui était le plus perturbant, c'était ce que j'ai trouvé sur le toit de la cabine. Des rayures, profondes, formant des mots. « La prochaine fois, arrête-toi ». J'ai pris des photos. J'ai tout signalé à mon patron. Il pensait que j'exagérais ou que le camion avait été vandalisé quelque part. Mais je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que j'ai vécu. J'ai terminé la livraison à Tucumán. Mais pour le voyage de retour, j'ai pris la route longue. La Nationale 9 avec tous ses travaux et déviations. Peu m'importait qu'elle ajoute 3 heures. Chaque minute supplémentaire en valait la peine. J'ai continué à travailler comme camionneur. C'est ce que je sais faire. C'est ma vie. Mais maintenant, j'ai des règles strictes pour moi-même. Je ne prends jamais de route alternative sans en connaître d'abord l'histoire. Je ne conduis jamais de nuit sur des routes provinciales peu fréquentées. Et si quelqu'un me demande à propos de la provinciale 310 à Santiago del Estero, je leur dis exactement la même chose que m'a dit cet employé de la station-service. Ne la prends pas de nuit.
Et si tu dois la prendre, ne t'arrête pas. Quoi qu'il arrive, peu importe ce que tu vois, peu importe qui semble avoir besoin d'aide, ne t'arrête pas. Car ce qu'ils attendent là-bas ne veut pas ton aide. Ils veulent que tu te joignes à eux. Et une fois que tu t'arrêtes, une fois que tu sors de ton véhicule, une fois que tu franchis cette ligne, il est déjà trop tard. Je le sais parce que j'ai vu les visages de ces personnes, les victimes du bus, les victimes du meurtrier, les conducteurs des accidents inexplicables. Et tous avaient la même expression, la horrible compréhension qu'ils sont maintenant piégés là pour toujours, répétant cette nuit encore et encore, attendant le prochain conducteur qui commettra l'erreur de s'arrêter. Ne sois pas ce conducteur. Voici l'expérience de Ramiro sur cette route maudite. Il m'a dit qu'il a depuis entendu d'autres camionneurs avec des histoires similaires à propos de ce tronçon, bien que peu veuillent en parler ouvertement par peur d'être considérés comme fous. Si tu as déjà conduit sur des routes où tu as senti que quelque chose n'allait pas, où tu as vu des choses que tu ne peux pas expliquer, partage-le dans les commentaires. Parfois, ces avertissements peuvent aider d'autres à éviter les mêmes chemins. Conduis prudemment, prends soin de toi et on se retrouve pour la prochaine histoire. Un abonné de la chaîne qui travaille dans le secteur de la santé m'a envoyé cette expérience elle a vécue il y a des années. Elle a préféré ne pas donner son vrai nom, alors nous l'appellerons Daniel. Si toi aussi tu as travaillé en horaire de nuit dans des hôpitaux, des cliniques ou des maisons de retraite, tu sais probablement que ces endroits ont une énergie différente lorsque la nuit tombe. Si tu as vu ou ressenti des choses que tu ne peux pas expliquer dans ton travail, surtout dans des lieux où la mort est fréquente, raconte-le-moi dans les commentaires. Ces histoires me semblent toujours les plus inquiétantes parce qu'elles viennent de personnes qui ne croient pas au paranormal jusqu'à ce qu'elles le vivent. Voici ce que Daniel a expérimenté pendant 3 mois en travaillant comme infirmier de nuit dans un hôpital pour enfants. Je suis diplômé en soins infirmiers avec la conviction d'aider les enfants. Je m'entendais toujours bien avec eux, j'avais la patience que le travail exigeait et je sentais que je pouvais faire une réelle différence dans leur vie pendant les moments les plus difficiles. Alors, quand on m'a offert un poste à l'hôpital pour enfants San Rafael, je l'ai accepté sans hésiter. L'hôpital était vieux. Construit dans les années 50, il avait été partiellement rénové, mais la structure originale subsistait. De longs couloirs avec des carreaux de sol usés, de hautes fenêtres avec des cadres en métal qui grinçaient avec le vent, et cette odeur caractéristique des vieux hôpitaux, désinfectant mêlé à quelque chose de plus, quelque chose que le temps laisse sur les murs. On m'a assigné au poste de nuit dans le service de pédiatrie, 11 heures du soir à 7 heures du matin. Ce n'était pas mon premier choix, mais les quarts de nuit payaient mieux et j'avais besoin d'argent pour payer mes prêts étudiants. Ma première nuit a été calme, trop calme. L'aile avait une capacité pour 30 patients, mais il n'y avait que 12 enfants hospitalisés cette nuit-là. La plupart dormaient profondément, sédatés ou simplement épuisés par leur traitement. Je parcourais les couloirs toutes les heures, vérifiant les moniteurs, ajustant les perfusions, m'assurant que tous étaient stables. L'infirmière qui m'a formé cette première semaine s'appelait Rosa. Elle avait presque 60 ans et travaillait dans cet hôpital depuis son inauguration. Elle était professionnelle, efficace, mais il y avait quelque chose en elle, une tension, comme si elle était constamment en alerte. Il y a des règles pour le service de nuit, m'a-t-elle dit lors de ma 2e nuit. Non écrites, mais importantes. Quel genre de règles ? Demandai-je, pensant qu'elle parlerait de procédures médicales. Ne jamais laisser seule la chambre 307. Si un patient y est, vérifiez-le plus fréquemment que d'habitude. Toutes les demi-heures, si possible. Pourquoi ? Elle m'a regardé avec une expression que je n'ai pas pu déchiffrer. Parce que les enfants dans cette chambre font des cauchemars. Tous, sans exception. Et certains ne se réveillent pas d'eux. Je pensais qu'elle était superstitieuse. Rosa appartenait à une autre génération, quand les gens croyaient davantage en ces choses. Mais c'était ma superviseure, alors j'ai acquiescé. Une autre chose, poursuivit-elle. Si tu entends un enfant pleurer dans le couloir, vérifie d'abord dans les chambres. Si tous les enfants dorment et que les pleurs continuent, ignore-les. Ne les cherche pas. Quoi ? Pourquoi pas ? Parce que tu ne trouveras pas un enfant. Et ce que tu trouveras, il vaut mieux le laisser en paix. Je ris nerveusement. Tu plaisantes, n'est-ce pas ? Elle ne sourit pas. J'espère que je plaisantais, Daniel. Je travaille ici depuis 32 ans. J'ai vu des choses.
J'ai appris qu'il y a des patients vivants et il y en a d'autres. Et pendant la nuit, il est parfois difficile de faire la différence. Je n'ai pas su quoi répondre à cela. La troisième nuit, j'ai travaillé seul pour la première fois. Rosa avait son jour de congé. J'étais nerveux, non pas à cause de ces avertissements étranges, mais simplement parce que c'était ma première nuit sans supervision directe. Tout s'est bien passé jusqu'à 2 heures du matin. J'étais à la station de soins infirmiers, en train de mettre à jour les dossiers sur l'ordinateur, quand j'ai entendu des pleurs. C'était doux, étouffé, comme si cela venait de loin. Un petit enfant. Pas plus de 4 ou 5 ans, d'après le ton. Je me suis levé immédiatement. J'ai vérifié le panneau de surveillance qui montrait quelle chambre avait des patients. Ensuite, j'ai parcouru le couloir, vérifiant chaque chambre une par une. Tous les enfants dormaient. Profondément. Certains avec des moniteurs cardiaques affichant des rythmes stables et calmes. Aucun ne pleurait, mais les pleurs continuaient. Ils venaient du couloir, plus précisément du bout du couloir, où se trouvait la chambre 307. Je me suis rappelé les mots de Rosa. Si tous les enfants sont endormis et que les pleurs continuent, ignore-les. Mais je ne pouvais pas faire ça. J'étais infirmier. Si un enfant pleurait, il fallait l'aider. C'était mon travail. Je suis allé jusqu'au bout du couloir. Les pleurs devenaient plus clairs, plus désespérés, comme si quelqu'un avait peur, perdu, dans le besoin. La chambre 307 était vide cette nuit-là, sans patients assignés. La porte était fermée mais pas à clé. Les pleurs venaient définitivement de l'intérieur. J'ai mis ma main sur la poignée. Elle était froide, plus froide qu'elle ne devrait l'être. Mais je l'ai tournée et j'ai ouvert la porte. La chambre était sombre sauf la lumière tamisée qui entrait du couloir. Je pouvais voir le lit vide, le moniteur éteint, la chaise près de la fenêtre où les parents s'asseyaient habituellement. Et sur cette chaise, il y avait un enfant. Il était petit, peut-être 4 ans. Il portait un pyjama d'hôpital bleu pâle, ses cheveux étaient foncés et en désordre. Il était assis avec les jambes pendantes, trop courtes pour toucher le sol, se balançant doucement d'avant en arrière. Et il pleurait. Doucement mais constamment. « Hé !» dis-je doucement en entrant dans la pièce. « Tu vas bien ? Comment es-tu arrivé ici ?» L'enfant ne répondit pas. Il continua à pleurer, se balançant. Je m'approchai davantage. « Où sont tes parents ? De quelle chambre viens-tu » Quand j'étais à quelques mètres, l'enfant cessa de pleurer brusquement. Et lentement, très lentement, il tourna la tête pour me regarder. Il n'avait pas d'yeux. Il n'y avait pas de cavité vide. Il n'y avait pas de cicatrice. Il n'y avait tout simplement pas d'yeux. Juste une peau lisse là où il devrait être. Mais d'une manière ou d'une autre, je savais qu'il me regardait. « Aide-moi » dit-il d'une voix faible et brisée. « Ça me fait mal. Tout me fait mal. Aide-moi, s'il te plaît. » Je reculai sans réfléchir. Mon dos heurta la porte qui s'était fermée derrière moi. Je cherchai la poignée à l'aveugle sans détourner le regard de l'enfant. « Ça me fait très mal » répéta-t-il. Et il se remit à pleurer. Mais cette fois, des larmes coulaient là où devraient être ses yeux. Des larmes noires qui coulaient sur ses joues comme du pétrole. Je trouvai la poignée, je la tournai. Je sortis de la pièce en trébuchant et je claquai la porte. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Je pris plusieurs respirations profondes, essayant de me calmer, essayant de trouver une explication logique. Peut-être était-ce un nouveau patient dont personne ne m'avait informé. Peut-être avait-il une maladie rare qui affectait ses yeux. Peut-être que les larmes noires étaient l'effet d'un médicament. Mais je savais que je me mentais à moi-même. Je suis retourné en courant à la station d'infirmerie et j'ai vérifié tous les dossiers. Il n'y avait aucun patient de 4 ans hospitalisé dans tout le couloir. Aucun. Je regardais le couloir, vers la porte fermée de la chambre 307. Les pleurs avaient cessé. Je n'ai pas dormi le reste de cette nuit-là. Je suis resté à la station d'infirmerie, faisant des rondes toutes les 20 minutes mais évitant de m'approcher trop de la 307. Le lendemain matin, lorsque Rosa est arrivée pour le changement de garde, j'ai dû avoir l'air terrible parce que la première chose qu'elle a demandé a été « Tu l'as vu ?» Cela n'avait pas de sens de mentir. Il y avait un garçon, dans la 307, mais il n'avait pas les yeux, a-t-elle terminé. Je le sais, je l'ai vu 3 fois en toutes ces années, toujours dans cette chambre, toujours en pleurs, toujours demandant de l'aide. Qui est-ce ? Rosa a soupiré et s'est servi du café avant de répondre.
Il y a 30 ans, avant l'introduction des nouvelles réglementations de sécurité, il y a eu un incendie dans cet hôpital. C'était la nuit. Un court-circuit dans le service de pédiatrie. Il s'est propagé rapidement. Nous avons évacué la majorité des enfants, mais il y en avait un enfant dans la chambre 307. Il avait 4 ans. Il était en traitement pour un cancer. Très faible. Il ne pouvait pas marcher sans aide. Il s'est arrêté pour prendre une gorgée de café. Ses mains tremblaient légèrement. La fumée était dense. Les infirmières de garde ne pouvaient pas voir. Quand elles ont finalement maîtrisé le feu et sont revenues chercher, elles l'ont trouvé, toujours dans son lit. La fumée l'avait asphyxié, mais avant de mourir, la chaleur intense lui a brûlé les yeux. Lorsqu'elles l'ont trouvé, il pleurait des larmes de sang mêlées à d'autres fluides. J'ai ressenti des nausées. Depuis ce jour, poursuivit Rosa, il apparaît, pas toutes les nuits, peut-être une fois par mois, toujours dans la chambre 307, toujours en pleurs, toujours demandant de l'aide qui est arrivée trop tard. Pourquoi ne ferme-t-on pas cette pièce? Ils ont essayé. Pendant 2 ans, elle est restée fermée. Mais les enfants dans les chambres adjacentes faisaient des cauchemars. Toutes les nuits. Des cauchemars sur le feu, sur la fumée, sur l'impossibilité de respirer. Alors ils ont décidé de la rouvrir. C'est plus facile d'avoir la chambre ouverte et d'accepter que de temps en temps, il apparaisse. Je voulais démissionner. Je voulais partir et ne jamais revenir. Mais j'avais besoin du travail. Et une partie de moi, celle qui avait choisi cette profession, ressentait une obligation, même envers les patients qui n'étaient plus en vie. Les nuits suivantes, j'ai été plus prudent. Je suivais toutes les règles de Rosa. Je vérifiais la chambre 307 fréquemment quand il y avait des patients là-bas. Et quand elle était vide, je l'évitais complètement. Mais il y avait d'autres choses, des choses que Rosa n'avait pas mentionnées. Parfois, quand je marchais dans le couloir sombre à 3 heures du matin, j'entendais des pas derrière moi, petits, légers, des pas d'enfants. Mais quand je me retournais, il n'y avait personne. D'autres fois, les lumières clignotaient en séquence, comme si quelque chose d'invisible marchait dans le couloir, faisant faiblir chaque lumière brièvement à son passage. Et il y avait des moments où je ressentais une présence. Quelqu'un juste derrière mon épaule, si près que je pouvais sentir sa respiration. Mais quand je regardais, il n'y avait personne. Un jour, j'ai demandé à Rosa s'il y avait d'autres patients comme le garçon de la chambre 307. Elle m'a regardé pendant longtemps avant de répondre. Daniel, cet hôpital a presque 70 ans. Pendant tout ce temps, des centaines d'enfants y sont morts. La plupart trouvent la paix. Ils partent. Mais certains restent. Ceux qui sont morts effrayés. Ceux qui sont morts seuls. Ceux qui sont morts sans comprendre ce qui leur arrivait. Ceux-là restent. Combien? Murmurai-je. Je ne le sais pas exactement. Mais dans cette aile, pendant la nuit, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Il y en a au moins 5 dont je suis sûr qu'ils restent. L'enfant de la chambre 307 est le plus visible. Mais il y en a d'autres. Lesquels? Il y a la fille de la salle de bain. Si tu entres dans la salle de bain des femmes du 2e étage après 2 heures du matin, tu la vois parfois, debout devant le miroir, se coiffant les longs cheveux. Si tu la regardes directement, elle disparaît. Mais si tu l'ignores et que tu utilises la salle de bain normalement, elle reste là, à se brosser, à se brosser. Elle ne finit jamais. Rosa semblait se souvenir de quelque chose de douloureux. Ensuite, il y a le garçon qui court. Nous ne connaissons pas son histoire. Mais parfois, vers 4 heures du matin, on entend des pas courir dans le couloir. Comme si quelqu'un jouait ou fuyait. Les pas vont d'un bout à l'autre, encore et encore, pendant exactement 15 minutes. Et puis, ils s'arrêtent. Et les autres? Il y a des jumeaux, un garçon et une fille. Peut-être 7 ou 8 ans. Je les ai vus 2 fois. Ils sont toujours ensemble, toujours main dans la main. Ils marchent dans le couloir en regardant dans chaque pièce, comme s'ils cherchaient quelque chose, ou quelqu'un. Ils n'entrent jamais dans les chambres. Ils regardent seulement. Et puis, ils continuent à marcher jusqu'à disparaître au bout du couloir. Il prit une profonde inspiration avant de continuer. Et voici le bébé. C'est le pire. Parfois, tu entends un bébé pleurer dans la salle de néonatologie vide. Tu ne devrais pas entrer quand tu entends ça. Tu ne trouveras jamais le bébé. Mais si tu entres et que tu cherches trop longtemps, on dit que quelque chose d'autre te trouve. Quelque chose qui n'est pas un bébé. Quelque chose qui utilise ce son uniquement pour attirer les gens. Je frissonnais. Comment peuvent-ils travailler ici en sachant tout cela? Rosa me sourit tristement.
parce que quelqu'un doit le faire. Et parce que, malgré tout, cet hôpital est bon. Nous sauvons plus d'enfants que nous en perdons. Et ceux que nous perdons, eh bien, peut-être méritent-ils que quelqu'un se souvienne d'eux, que quelqu'un reconnaisse qu'ils sont ici. J'ai continué à travailler là-bas, pas parce que j'étais courageux, mais parce que j'avais besoin d'argent, et que, étrangement, j'ai commencé à comprendre ce que Rosa voulait dire. Les enfants fantômes n'étaient pas malveillants. Ils ne tentaient pas de nous faire du mal. Ils étaient simplement là, piégés dans leurs derniers moments de confusion, de douleur ou de peur, repetant leurs actions encore et encore parce qu'ils ne savaient pas comment faire autrement. J'ai instauré une routine. Quand j'entendais l'enfant pleurer dans la chambre 307, j'entrais brièvement. Je ne m'approchais pas trop. Je disais simplement « Je suis désolé, j'espère que nous sommes arrivés à temps, mais tu n'es pas seul maintenant. Je suis là. Nous sommes tous là. » Les pleurs ne cessaient jamais, mais ils semblaient moins désespérés, plus doux. Quand j'entendais les pas courir, je me tenais dans le couloir et je laissais passer à côté de moi. Parfois je murmurais « Ça va, tu peux te reposer maintenant. Tu n'as pas besoin de continuer à courir. » Les pas ne s'arrêtèrent jamais. Mais il y avait des nuits où ils duraient moins de 15 minutes. Une nuit, environ un mois après avoir commencé, j'ai vu les jumeaux. J'étais en train de vérifier la chambre 315 quand je les ai vus passer dans le couloir, main dans la main. Marchant lentement, regardant dans chaque chambre, je suis sorti dans le couloir. « Bonjour », ai-je dit doucement. Ils se sont arrêtés. Ils ont tourné la tête pour me regarder. Leurs yeux étaient grands et tristes. « Qui cherchez-vous » ai-je demandé. La fille a ouvert la bouche comme pour parler, mais aucun son n'est sorti. Elle a seulement bougé ses lèvres formant un mot que j'ai pu lire. « Maman ». Mon cœur s'est un peu brisé. « Je suis désolé, dis-je. Je ne sais pas où est ta mère, mais elle vous aime. Je suis sûr de ça. Et il est bon que vous vous reposiez. Il est bon que vous arrêtiez de chercher. » Ils m'ont regardé pendant longtemps. Et puis, pour la première fois selon Rosa, ils ont fait quelque chose de différent. La petite fille leva sa main libre et me salua d'un petit geste, un adieu. Et ils disparurent. Ils ne s'estompèrent pas progressivement. Ils cessèrent simplement d'être là, comme s'ils n'avaient jamais existé. Rosa était excitée quand je lui ai raconté. « Ils n'avaient jamais fait ça », dit-elle avec des larmes aux yeux. « En 10 ans que je les vois, ils n'ont jamais changé leur motif. Peut-être ont-ils enfin pu partir. » Mais tout n'a pas été positif. Il y eut une nuit, près de mon 3e mois de travail, où tout a mal tourné. Nous avions un nouveau patient en 307. Un garçon de 6 ans avec une pneumonie sévère. Il était stable mais nécessitait une surveillance constante. Je vérifiais la chambre toutes les demi-heures, comme Rosa me l'avait appris. À 3 heures du matin, je suis entré pour ma ronde de routine. L'enfant dormait, connecté à son moniteur qui sonnait régulièrement. Tout était normal, mais il y avait quelque chose d'autre dans la chambre. Sur la même chaise où j'avais vu l'enfant sans yeux, il y avait une ombre. Ce n'était pas l'enfant fantôme. C'était quelque chose de différent, plus grand, plus sombre, une présence dense qui semblait absorber la lumière. Et elle était penchée sur le lit du patient, près de son visage, comme si elle lui susurrait quelque chose. L'enfant dans le lit commença à bouger, agité. Sa respiration s'accéléra. Le moniteur se mit à sonner plus vite, mais il ne se réveillait pas. « Non !» criai-je sans réfléchir. Je courus vers le lit et me mis entre l'ombre et l'enfant. « Laisse-le en paix !» La température de la pièce chuta brusquement. Je pouvais voir mon souffle. Le moniteur commença à faiblir, émettant des bips erratiques. L'ombre se leva. Elle grandit. Elle s'étendit jusqu'à remplir le coin de la pièce. Et je ressentis quelque chose. Une malveillance, une intention. Pas comme la tristesse des enfants fantômes. C'était autre chose, quelque chose de vorace, quelque chose qui se nourrissait, cherchant désespérément quelque chose à faire. Et je me suis souvenu des mots de Rosa. « C'est un bon hôpital. Nous sauvons plus d'enfants que nous en perdons. Tu ne peux pas l'emmener, dis-je, ma voix tremblante mais ferme. Cet enfant va vivre, il va guérir, il va sortir d'ici. Ce n'est pas ton tour, ce n'est pas ton tour. » L'ombre a pulsé, la pièce a vibré, et alors j'ai entendu des voix, plusieurs voix d'enfants chuchotant à l'unisson. Ce n'est pas son tour, ce n'est pas son tour, ce n'est pas son tour. Les enfants fantômes, tous,
Ils étaient là. Je ne pouvais pas les voir clairement, mais je pouvais sentir leur présence. 5, 10, peut-être plus. Tous rassemblés, tous répétant les mêmes mots. L'ombre s'est contractée. Elle est devenue plus petite. Et avec un son comme de l'air s'échappant d'un ballon, elle a disparu. La température est revenue à la normale. Le moniteur s'est stabilisé. Et l'enfant dans le lit a poussé un profond soupir et s'est plongé dans un sommeil paisible. Je me laissais tomber sur la chaise, tremblant. Je pouvais sentir la présence des enfants fantômes encore là, m'entourant, me protégeant. « Merci », murmurait. Il n'y eut pas de réponse audible. Mais je ressentis quelque chose, une chaleur, une acceptation. Et puis ils partirent aussi. Le lendemain matin, lorsque Rosa arriva et que je lui racontais ce qui s'était passé, elle pâlit. « Cette ombre, dit-elle. Je l'ai vue avant, rarement. Elle vient quand un enfant est très faible, très proche. Elle essaie d'accélérer le processus, de les emporter avant l'heure. Je n'avais jamais vu d'autres fantômes les défendre ainsi. Qu'est-ce que cette chose? Je ne sais pas. Quelque chose qui vit dans les hôpitaux, qui se nourrit de la mort, surtout de la mort prématurée. Quelque chose qui n'est pas humain et ne l'a jamais été. Je regardais vers la chambre 307. L'enfant était maintenant réveillé, prenant son petit déjeuner, riant avec sa mère qui était arrivée tôt. Il vivrait. L'ombre ne l'avait pas emporté. J'ai travaillé dans cet hôpital pendant 3 mois supplémentaires. Pendant ce temps, j'ai appris les schémas, les horaires, les emplacements. Je savais quand attendre quoi. Le garçon de la chambre 307 pleurait tous les 12 jours, toujours vers 2 heures du matin. Les pas courants avaient lieu les mardis et jeudis à 4 heures. La fille du miroir apparaissait chaque nuit, constante et silencieuse. Les jumeaux, je ne les ai jamais revus après cette nuit-là. Rosa pensait qu'ils avaient finalement trouvé la paix. Je voulais le croire. Et l'ombre est apparue 2 fois de plus. Mais à chaque fois, quand je m'interposais et appelais les enfants fantômes, elle se retirait. C'était comme s'il y avait un équilibre. L'ombre pouvait rôder, essayer, mais les esprits des enfants qui étaient restés protégeaient ceux qui vivaient encore. J'ai abandonné après ces 3 mois. Pas parce que j'avais peur, pas parce que je ne pouvais pas le gérer, mais parce que je me suis rendu compte que ce travail, cet endroit, demandait quelque chose de moi que je n'étais pas prêt à donner à long terme. Rosa comprendit. « Cet endroit n'est pas pour tout le monde, dit-elle lorsque je lui ai remis ma démission. Et ce n'est pas mal de l'admettre. Tu as fait plus ici en 3 mois que certains en années. Les enfants, tous les enfants, se sentent plus en sécurité quand tu es là. » « Trouveront-ils quelqu'un pour me remplacer ?» demandai-je. Finalement, nous le faisons toujours. Cet hôpital survit parce qu'il y a des gens prêts à travailler dans l'obscurité, littéralement et figurativement. Ma dernière nuit à l'hôpital fut calme. J'ai fait mes rondes comme d'habitude. J'ai vérifié chaque patient. Je me suis assuré que tous étaient à l'aise et en sécurité. Quand est arrivée ma dernière heure, j'ai parcouru le couloir vide une dernière fois. Je me suis arrêté devant la chambre 307. La porte était ouverte. La pièce était vide et sombre. « Au revoir », dis-je à voix basse. « Je suis désolé de ne pas pouvoir rester plus longtemps. Mais quelqu'un d'autre viendra, quelqu'un qui se soucie. Il y aura toujours quelqu'un. » Depuis l'obscurité de la pièce, j'ai entendu un murmure, si doux que je l'ai presque imaginé. « Merci ». Ce n'était pas la voix de l'enfant sans yeux. C'était quelque chose de plus. Une collection de voix. Tous les enfants qui sont restés. Tous ensemble. « De rien », répondis-je. Et je partis. 5 ans ont passé depuis lors. Je travaille dans un autre hôpital maintenant. Service de jour. Elle des adultes. C'est plus facile. Moins compliqué. Sans fantômes que je sache. Mais parfois, quand je travaille tard et que les couloirs sont vides et silencieux, j'entends de petits pas. Pas d'enfants. Et je ressens une présence familière. Comme si quelque chose m'avait suivi. Comme si les enfants fantômes de l'hôpital San Rafael ne m'avaient pas terminé. Cela ne me fait pas peur. D'une certaine manière, c'est rassurant. Savoir qu'ils sont là, qu'ils continuent de protéger, que l'équilibre perdure. Et chaque 17 novembre, anniversaire de cet incendie il y a 30 ans, j'allume une bougie, je la laisse brûler toute la nuit, et je dis une prière pour l'enfant de la chambre 307, pour les jumeaux qui cherchèrent leur mère, pour la fille du miroir, pour tous les enfants qui sont restés quand ils auraient dû partir,
Parce qu'il faut que quelqu'un se souvienne d'eux. Quelqu'un doit reconnaître qu'ils ont existé, qu'ils ont compté, et que, à leur manière étrange et tragique, ils comptent encore. C'était l'expérience que Daniel a partagée avec moi. Il me dit qu'il ressent encore parfois la présence de ses enfants fantômes, comme s'ils maintenaient une connexion avec lui. Si vous avez travaillé dans des hôpitaux, des maisons de retraite, des morgues ou tout endroit où la mort est fréquente, et si vous avez vécu des choses inexplicables, j'aimerais beaucoup lire votre histoire dans les commentaires. Parfois, les lieux où la vie se termine deviennent des endroits où certains ne peuvent pas partir. Prends soin de toi et rappelle-toi que tous ceux qui restent ne cherchent pas à nous faire du mal. Certains ont simplement besoin d'être rappelés. On se retrouve dans la prochaine histoire. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un message d'un abonné nommé Mateo, qui vit à Oaxaca, au Mexique. Son histoire implique quelque chose que dans sa région on appelle nahuales, des personnes qui peuvent se transformer en animaux grâce à des pratiques ancestrales. Si jamais vous avez été témoin de quelque chose qui défie toute logique, quelque chose qui vous a fait remettre en question la réalité elle-même, partagez-le dans les commentaires. J'adore lire vos expériences. Ce que Mateo a vécu il y a 2 ans dans un village de la Sierra l'a poussé à fuir sa terre natale et à ne jamais revenir. Voici son histoire. Je m'appelle Mateo et j'ai 35 ans. Je suis né et j'ai grandi dans un petit village de la Sierra de Oaxaca, un endroit où les montagnes se perdent parmi les nuages et où les traditions ancestrales restent vivantes comme si le temps ne s'était pas écoulé. Ce que je vais raconter s'est produit il y a 2 ans. Mais cela a changé ma vie d'une telle manière que je ne peux plus retourner dans mon village. Je ne peux plus marcher sur ces montagnes que je considérais autrefois comme ma maison. Pour comprendre mon histoire, vous devez d'abord connaître les Nahuals. Dans ma région, nous grandissons tous en écoutant des histoires à leur sujet. Ce sont des personnes, généralement des chamans ou des sorciers, qui ont la capacité de se transformer en animaux. Ce n'est pas comme les loups-garous des films. C'est quelque chose de beaucoup plus ancien, plus ancré dans notre culture. Selon les légendes que nos grands-parents nous racontaient, quand une personne naît, un animal naît aussi quelque part dans le monde. Cet animal est votre nahual, votre esprit animal, connecté à vous par un lien invisible. La plupart des gens ne rencontrent jamais leur nahual. Mais certains, ceux qui ont le don et la connaissance, peuvent trouver leur nahual et apprendre à fusionner avec lui, à devenir lui. Mon grand-père était l'un d'eux. Il ne l'a jamais admis ouvertement, mais tout le monde dans le village le savait. C'était un guérisseur et un guide spirituel. Les gens le respectaient profondément, certains en avaient peur. Il disait que son nahual était un jaguar qui, lors des nuits de nouvelle lune, parcourait les montagnes sous forme féline, protégeant le village des menaces tant physiques que spirituelles. Il est mort quand j'avais 15 ans. Avant de mourir, il m'a appelé à ses côtés et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Mateo, tu as aussi le don. Il coule dans tes veines comme il a coulé dans les miennes. Mais je t'avertis, fils, ce don est à la fois une bénédiction et une malédiction. Utilise-le seulement quand il n'y a pas d'autre option. Et ne l'utilise jamais, jamais par vanité ou par colère. Les nahuals qui perdent leur chemin deviennent quelque chose d'obscur, quelque chose qui n'est plus humain ni animal, mais quelque chose entre les deux, quelque chose de corrompu. À ce moment-là, je ne comprenais pas complètement ces paroles. J'étais un adolescent sceptique, éduqué dans des écoles modernes, exposé à des idées du monde extérieur. Je pensais que mon grand-père délirait dans ses dernières heures, mélangeant réalité et légende. Mais j'avais tort. J'ai grandi, je suis allé en ville pour étudier la médecine vétérinaire. Je suis revenu au village après des années. Je me suis établi en tant que vétérinaire local, m'occupant principalement des animaux de ferme. C'était une vie tranquille, simple. J'ai épousé Elena, une enseignante du village, et nous avons eu un fils, Santiago, qui a maintenant 6 ans. Tout a changé il y a 2 ans, quand il est arrivé au village. Il s'appelait Teodoro. C'était un homme d'une 50aine d'années, grand, mince, avec des yeux sombres qui semblaient voir à travers vous. Il est arrivé en disant qu'il était chercheur en anthropologie, intéressé par les traditions indigènes de la région. Il a loué une maison à la périphérie du village et a commencé à poser des questions. Beaucoup de questions. Des questions sur les nahuals, sur les rituels anciens, sur la façon dont se faisait la transformation. Les anciens du village se méfièrent de lui. « Cet homme cherche un pouvoir qui ne lui revient pas », murmurait-il.
Il cherche des secrets qu'il ne devrait pas connaître. Mais Théodore était persistant et charismatique. Il offrait de l'argent pour des informations, pour des connaissances, pour des artefacts anciens. Certains des jeunes, tentés par l'argent, commencèrent à parler, à partager des histoires que leurs grands-parents leur avaient racontées, à lui montrer des lieux sacrés dans les montagnes. Je me tenais à l'écart de lui. Quelque chose dans sa présence m'inquiétait. Quand je le voyais dans le village, je ressentais un poids sur la poitrine, une gêne que je ne pouvais pas expliquer. Une nuit, 2 mois après son arrivée, j'entendis des hurlements étranges dans les montagnes. Ce n'étaient ni des coyotes ni des chiens. C'était différent, plus profond, plus intelligent, comme si celui qui hurlait communiquait quelque chose de spécifique, pas seulement en faisant du bruit instinctif. Les animaux du village ont commencé à se comporter étrangement. Les chiens aboyaient dans des directions spécifiques sans raison apparente. Les poules cessaient de pondre des œufs. Les vaches produisaient moins de lait. Certains animaux se réveillaient morts, sans marque visible, simplement morts, avec des expressions de terreur sur leur visage. En tant que vétérinaire, on m'appelait constamment. J'examinais les animaux, mais je ne trouvais pas de cause médicale. Ce n'étaient pas des maladies, ce n'étaient pas des prédateurs. C'était autre chose. C'est l'étranger, me dit Don Esteban, l'un des anciens du village. Il pratique des choses qu'il ne devrait pas. Il essaie de forcer une transformation sans être né avec le don. Cela n'apporte que du malheur. Comment le savez-vous ? Demandai-je. Je l'ai vu dans les montagnes, la nuit, faisant des rituels dans des lieux sacrés, tuant des animaux de manière rituelle. Il essaie de voler le pouvoir des Nawals. Don Esteban me regarda avec sérieux. Ton grand-père t'a laissé des connaissances. Il est temps que tu les utilises. Je ne voulais pas y croire. J'essayais toujours de m'accrocher à ma vision rationnelle du monde, mais les événements continuaient à s'intensifier. 3 semaines plus tard, une fille du village a disparu. Elle s'appelait Lupita, elle avait 8 ans. Elle était allée chercher du bois près de la forêt et n'est jamais revenue. Tout le village est sorti pour la chercher. Nous avons traqué pendant des jours. Nous l'avons trouvée 5 jours plus tard, dans une grotte au fond des montagnes. Elle était vivante, mais en état de choc, incapable de parler. Quand elle a finalement pu communiquer quelques jours plus tard, elle a dit qu'un homme-loup l'avait amenée là. Un homme qui se transformait en loup devant ses yeux, qui marchait sur 2 pattes mais avait la tête et les griffes d'un loup, qui lui parlait avec une voix humaine tout en ayant la forme d'une bête. Elle a dit que l'homme-loup l'avait gardée dans la grotte, lui donnant de la nourriture et de l'eau mais l'étudiant constamment, prenant des notes, comme si c'était une expérience. La police est venue, a enquêté mais n'a rien trouvé de concluant. Il n'y avait pas de traces humaines près de la grotte, seulement des traces d'un grand loup. Très grand, trop grand, pour être un loup normal. Théodore le vagabond a disparu du village le lendemain de notre découverte de Lupita. Sa maison était vide, ses affaires disparues, comme s'il n'avait jamais été là. Il est parti dans les montagnes, dit Don Esteban. Il a complété sa transformation forcée, mais il l'a mal fait, sans guide, sans respect pour l'équilibre. Maintenant, c'est un Nawal corrompu. Il n'est plus complètement humain ni complètement animal. C'est quelque chose de piégé entre les 2 mondes, affamé, confus, dangereux. Que pouvons-nous faire ? Demandai-je. Seul un autre Nawal peut l'arrêter. Quelqu'un qui a effectué la transformation correctement, avec respect, avec guidance. Don Esteban me regarda directement. Ton grand-père savait que ce jour pourrait arriver. C'est pourquoi il t'a laissé ce qu'il t'a laissé. Cette nuit-là, Don Esteban m'emmena à la maison où avait vécu mon grand-père, maintenant vide et abandonné. Il me montra un endroit secret sous le plancher en bois. Là, il y avait une boîte que je n'avais jamais vue. À l'intérieur, il y avait des écrits de mon grand-père, des instructions détaillées sur comment trouver ton Nawal, comment te préparer à la fusion, les rituels spécifiques, les prières ancestrales. Tout était là, écrit de sa belle calligraphie. Et il y avait quelque chose d'autre. Une note pour moi spécifiquement. Matteo, si tu lis ceci, cela signifie que le moment est venu. Cela signifie que tu as besoin du pouvoir pour protéger les tiens. N'aie pas peur de ce don. C'est une partie de toi, cela l'a toujours été. Ton Nawal est l'aigle, noble, fort, protecteur. Cherche les signes. Quand tu seras prêt, elle viendra à toi. Et souviens-toi, utilise ce pouvoir uniquement pour protéger, jamais pour attaquer par fierté ou vengeance. L'équilibre doit être maintenu. J'ai passé la semaine suivante à étudier les écrits, apprenant les rituels.
et j'ai commencé à remarquer des choses que je n'avais jamais remarquées auparavant. Un aigle qui volait au-dessus de ma maison chaque matin, toujours le même, avec un motif spécifique sur ses plumes. Il me regardait quand il passait, comme s'il me reconnaissait. J'ai commencé à rêver de voler. Des rêves vifs où je voyais le village d'en haut, où je sentais le vent sous des ailes que je n'avais pas, où je chassais avec une vision si aiguë que je pouvais voir une souris se déplacer dans l'herbe depuis des centaines de mètres de hauteur. Don Esteban m'a guidé dans les préparatifs. Il fallait jeûner d'une certaine manière, purifier le corps et l'esprit, aller dans des lieux sacrés et faire des offrandes. Et enfin, lors de la nuit de la nouvelle lune, faire le rituel de connexion. Elena était effrayée quand je lui ai raconté ce que j'allais faire. « Es-tu sûr de cela ?» a-t-elle demandé les larmes aux yeux. « Et si quelque chose tourne mal ? Si je ne le fais pas, ce Nahual corrompu continuera d'être une menace. » ai-je répondu. « Il a déjà pris une fille. Qui sera le prochain ? Santiago ? Je ne peux pas rester les bras croisés alors que j'ai le pouvoir de l'arrêter. » La nuit de la nouvelle lune est arrivée. Don Esteban et 2 autres anciens m'ont accompagné à un lieu sacré en haut de la montagne, une clairière où mon grand-père avait l'habitude d'aller pour ses propres rituels. J'ai suivi les instructions à la lettre. J'ai allumé le feu sacré. J'ai brûlé les herbes spécifiques. J'ai récité les mots ancestraux dans la langue de mes ancêtres, des mots que je n'avais jamais prononcés mais qui sortirent de ma bouche comme si je les connaissais depuis toujours. Et alors je l'ai senti, une présence s'approchant. J'ai levé les yeux et elle était là. L'aigle. Il est descendu du ciel nocturne et s'est posé devant moi. Ses yeux me regardaient avec une intelligence qui dépassait l'animal. Et je savais, c'était mon Nahual. Cette connexion avait existé depuis ma naissance, attendant d'être reconnue. L'aigle a pris son envol et je l'ai suivi. Pas physiquement, mais avec ma conscience. J'ai senti mon esprit se séparer de mon corps et se fusionner avec l'oiseau. Tout à coup, je voyais à travers ses yeux, sentant le vent dans ses plumes, expérimentant le monde d'une manière complètement nouvelle. Nous avons volé ensemble cette nuit-là. L'aigle m'a montré les montagnes de sa perspective. Il m'a appris à chasser, à voler, à utiliser chaque courant d'air. Ce n'était pas une possession, c'était une union. Nous étions 2 consciences partageant un corps. Quand le jour s'est levé, mon esprit est revenu dans mon corps humain. Je me suis réveillé dans la clairière, tremblant, trempé de sueur, mais me sentant plus complet que jamais. « Tu as réussi », a dit Don Esteban avec un sourire. « Maintenant, tu es un véritable Nahual, comme ton grand-père avant toi. » Les jours suivants, j'ai pratiqué. J'ai appris à entrer et sortir de mon corps, à me fusionner avec mon aigle Nahual à volonté. C'était de plus en plus facile, plus naturel. J'ai commencé à comprendre pourquoi mon grand-père avait gardé ce secret si jalousement. Le pouvoir était incroyable. Voir le monde depuis les cieux, se déplacer avec la grâce et la vitesse d'un aigle, ressentir cette liberté absolue. C'était addictif, enivrant. Mais cela me rappelait constamment les mots de mon grand-père, seulement pour protéger, jamais par fierté ou vanité. Et bientôt, je devrais utiliser ce pouvoir pour protéger. Les attaques ont commencé 2 semaines après ma transformation initiale. D'abord, ce fut le bétail. Des moutons et des chèvres déchiquetés pendant la nuit, mais pas mangés, juste tués, comme si l'attaquant le faisait pour le plaisir, pas par faim. Puis ce furent les chiens. 3 chiens du village apparurent morts un matin, leurs corps jetés sur la place centrale comme avertissement. Et enfin, un autre enfant a disparu. Un garçon de 10 ans nommé Paco. Nous n'avons pas attendu des jours cette fois. Je me suis transformé cette même nuit. La fusion avec mon aigle Nahual était déjà plus fluide. En quelques minutes, j'étais dans les airs, volant au-dessus des montagnes, cherchant avec des yeux capables de voir dans l'obscurité presque comme si c'était le jour. Je l'ai trouvé après 2 heures de recherche. Dans une vallée reculée, il y avait un feu de camp. Et à côté, une créature qui m'a glacé le sang même sous la forme d'un aigle. C'était Teodoro, ou ce qu'il en restait. Il était transformé, mais la transformation était horriblement mal faite. Ce n'était pas complètement un loup. C'était un mélange grotesque d'homme et de bête. Son corps était humanoïde mais couvert de poils noirs. Ses jambes étaient pliées, comme celles d'un loup, mais se terminaient en quelque chose qui n'était ni une griffe ni un pied humain. Son visage était le pire. Un museau de loup greffé sur une structure faciale humaine,
avec des yeux qui changeaient constamment entre humains et animaux. Hipako était là, attaché, terrifié mais vivant. La créature me vit voler au-dessus, et elle parla d'une voix qui était à moitié humaine, à moitié grognement animal. Un autre Nawal, je peux le sentir. Tu viens me juger, pour m'arrêter? Elle rit, un son horrible. Je suis plus puissant que vous. J'ai pris ce pouvoir de mon propre gré. Je n'ai pas attendu qu'on me le donne. Je suis évolution. Je suis l'avenir. Je descendis et atterrissais près, en gardant mes distances. Même sous forme d'aigle, je pouvais communiquer. Non pas avec des mots, mais avec des intentions que d'autres Nawal pouvaient comprendre. Je lui fis comprendre de libérer l'enfant, de laisser le village en paix, que son chemin était erroné. Erroné? Rugit-elle. J'ai passé des années à enquêter, à apprendre. J'ai fait les rituels corrects. J'ai versé le sang nécessaire. J'ai gagné ce pouvoir. Et alors, je l'ai compris. Théodore avait tué des animaux lors de rituels cherchant à forcer une connexion avec un Nawal qui n'était pas le sien. Il avait essayé de créer artificiellement ce qui doit se produire naturellement depuis la naissance. Et le résultat était cette abomination. Il a chargé contre moi avec une vitesse surnaturelle. J'ai dû voler haut rapidement pour éviter ses griffes. Mais il a sauté, haut, trop haut pour n'importe quel loup naturel, et il m'a presque atteint. Ce ne serait pas une confrontation facile. J'ai volé en cercle, cherchant un avantage. Il était plus fort et plus grand, mais j'étais plus rapide. Je descendais, l'attaquais avec mes griffes d'aigle et montais avant qu'il puisse m'attraper. Chaque attaque laissait des coupures sur sa peau antinaturelle. Mais il m'a aussi atteint plusieurs fois. Ses griffes ont déchiré mes plumes. Sa mâchoire de loup a failli m'attraper en plein vol. Je suis tombé au sol, étourdi, et j'ai dû me transformer à nouveau en forme humaine pour rouler hors de sa portée. « Tu es faible », s'est moqué-il. « Tu t'accroches encore à ton humanité. Moi, je l'ai abandonné. C'est pourquoi je suis supérieur. » Mais là était son erreur. Il avait complètement abandonné son humanité. Il ne se souvenait plus pourquoi il avait cherché ce pouvoir en premier lieu. Il voulait juste plus de pouvoir, plus de domination. Il s'était perdu. Je savais exactement pourquoi j'étais là. Pour protéger Paco, pour protéger mon peuple, pour maintenir l'équilibre que mon grand-père avait protégé avant moi. Je me suis transformé à nouveau. Cette fois plus rapidement, plus concentré. J'ai volé haut, plus haut qu'avant, jusqu'à ce que la créature en dessous de moi ne soit qu'une tache sur la terre. Et puis, j'ai descendu. Je suis tombé comme un éclair du ciel, avec toute la vitesse et la force qu'un aigle peut rassembler dans une plongée. Mes griffes étendues ont frappé son dos avec une force immense, traversant sa peau et s'enfonçant profondément. La créature a hurlé de douleur et de fureur. Elle s'est tordue, essayant de m'atteindre, mais j'avais déjà recommencé à voler haut. J'ai répété l'attaque, encore et encore, descendant d'en haut, attaquant, montant. Chaque coup l'affaiblissait un peu plus. Chaque blessure saignait noire, pas rouge. Ce qu'elle était devenue n'était plus complètement vivant. Finalement, après ce qui sembla des heures, mais qui était probablement des minutes, il s'effondra. Sa forme grotesque commença à changer, à se désintégrer. Les cheveux tombèrent, la chair se tordit, et lentement, il retrouva une forme humaine. Teodoro était là, nu, saignant de dizaines de blessures. Mais ses yeux étaient à nouveau humains, et en eux, je vis quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. De la clarté, l'horreur de ce qu'il était devenu, du regret. « Aide-moi » murmura-t-il d'une voix rauque. Je ne voulais pas ça. Je voulais juste comprendre. Je voulais juste être spécial. Et maintenant je meurs, et je ne sais pas ce que je suis. Je me transformais à nouveau en humain, et je m'agenouillais à côté de lui. J'ai détaché Paco, et lui ai dit de courir vers le village, de suivre le ruisseau, et de ne pas regarder en arrière. L'enfant courut sans hésiter. « Je ne peux pas t'aider », dis-je à Teodoro. « Tu as brisé les règles fondamentales. Tu as forcé quelque chose qui doit se produire naturellement. Ton corps et ton esprit sont déchirés de manière qui ne peuvent pas être réparées. »« Je le sais », cracha-t-il du sang noir. « Je peux le sentir. Je suis en train de me désintégrer de l'intérieur. » Il me regarda avec des yeux suppliants. « Y a-t-il quelque chose après, pour des choses comme moi ?» Je ne savais pas quoi répondre. Dans les enseignements de mon grand-père, il n'y avait pas d'informations sur les Nawal corrompus. Je ne savais pas ce qui leur arrivait après la mort. Je ne sais pas, ai-je admis, mais s'il y a quelque chose, j'espère que tu trouveras la paix. Théodore ferma les yeux.
Sa respiration devint plus lente, plus superficielle. Dis à ma famille que je suis désolé, que j'ai perdu mon chemin, que l'ambition m'a consumé. Et puis il est mort. Son corps s'est rapidement désintégré après cela, devenant cendres en quelques minutes, comme s'il n'avait jamais complètement existé. Il ne restait que ses vêtements et quelques-unes de ses affaires. Je suis retourné au village sous la forme d'un aigle. Je suis arrivé juste au moment où Paco entrait en courant, criant qu'il était en sécurité. Elena m'a vu descendre et se transformer de nouveau en humain. Elle a couru vers moi et m'a embrassé, se moquant que j'étais nu et couvert de sang. « Il est mort », ai-je dit. « Le Nawal corrompu est mort. Ce n'est plus une menace. Le peuple a célébré cette nuit-là. Paco était en sécurité. La menace était terminée. J'étais un héros. Mais je ne me sentais pas comme un héros. Je me sentais changé. Avoir tué, même quelque chose d'aussi corrompu que ce qu'était devenu Théodore, me pesait. Et le pouvoir de la transformation continuait de m'appeler. Chaque nuit, je voulais voler à nouveau. Ressentir cette liberté, cette sensation d'être plus qu'humain. Don Esteban l'a remarqué. « Fais attention, Matteo », m'a-t-il averti. « Même les Nawal justes peuvent perdre leur chemin. Le pouvoir est séduisant. Ton grand-père a lutté contre cela toute sa vie. C'est pourquoi il limitait quand et comment il se transformait. » J'ai essayé de suivre son conseil. J'ai limité mes transformations, seulement quand c'était absolument nécessaire. Mais c'était difficile. La séparation entre mon être humain et mon être aigle commençait à s'estomper. J'ai commencé à avoir des impulsions d'aigle même sous forme humaine. Je voyais de petits mouvements avec une clarté antinaturelle. Je voulais être dans des endroits élevés. Je ressentais de la claustrophobie dans des espaces fermés. Ma vision changeait parfois sans que je le contrôle, devenant super aiguë et avec des couleurs différentes. Elena s'inquiétait. « Tu es en train de changer », disait-elle. « Parfois je te regarde et je sens que je ne te reconnais pas complètement. » Elle avait raison. J'étais en train de changer. La ligne entre Matteo l'humain et l'aigle Nawal devenait plus fine chaque jour. 6 mois après avoir tué le Nawal corrompu, j'ai eu un incident qui m'a profondément effrayé. J'étais dans ma clinique vétérinaire, en train d'examiner un chien. Le propriétaire était impoli, impatient, me criant de me dépêcher. Quelque chose en moi s'est brisé. J'ai ressenti une colère animale, une impulsion d'attaquer, de montrer ma dominance comme le ferait un aigle territorial. Mes mains ont commencé à se transformer en griffes sans que je puisse le contrôler. Mes yeux ont changé. Pendant un instant, j'étais sur le point d'attaquer cet homme juste pour être ennuyeux. J'ai réussi à me contenir, mais à peine. Je lui ai dit de partir, de revenir un autre jour. Quand il est sorti, je me suis enfermé dans mon bureau, tremblant, terrifié par ce que j'avais failli faire. Cette nuit-là, j'ai parlé avec Don Esteban. Je suis en train de me perdre, ai-je admis, comme Théodore. Différent, mais je me perds quand même. Je ne suis pas comme Teodoro, corrigea Don Esteban. Il s'est perdu par ambition et manque de respect. Tu es en train de te perdre à cause de l'usage excessif du pouvoir, en ne maintenant pas l'équilibre. Il réfléchit un moment. Tu dois t'arrêter. Complètement. Cesser de te transformer pendant une longue période, peut-être des années, jusqu'à ce que tu redeviennes complètement toi-même. Et si le peuple a besoin de moi, et si une autre menace apparaît, alors tu devras décider ce qui est le plus important. Protéger le peuple ou te protéger toi-même. Don Esteban posa une main sur mon épaule. Mais je te dirai ceci, un Nawal qui perd son humanité ne peut protéger personne. Il ne fait que causer du tort. J'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. J'ai dit à Elena que nous devions partir, quitter le village, recommencer ailleurs où je n'aurais pas accès à mon aigle Nawal, où la tentation de me transformer ne serait pas constamment présente. Elle a compris. Nous avons emballé nos affaires. J'ai expliqué à Don Esteban et aux anciens pourquoi nous partions. Ils ont également compris, bien que j'ai vu de la tristesse dans leurs yeux. J'étais le seul Nawal jeune du village. Mon départ laissait le village sans protection de ce type. Peut-être que c'est mieux ainsi, dit Don Esteban. Peut-être est-il temps que ces vieilles traditions se reposent. Le monde change. Peut-être qu'il n'y a pas de place pour les Nawal dans le monde moderne. Nous avons déménagé à Mexico. J'ai trouvé un emploi dans une clinique vétérinaire urbaine. Santiago est entré dans une nouvelle école. Elena a trouvé un travail dans une école primaire. Nous avons construit une nouvelle vie. Cela fait 2 ans depuis. Pendant tout ce temps, je ne me suis pas transformé une seule fois.
La connexion avec mon aigle Nawal existe toujours, je peux la sentir, mais je l'ai gardée endormie. Parfois, je rêve de voler. Parfois, je me réveille en ressentant des ailes que je n'ai pas. Mais je résiste. Lentement, je redeviens complètement humain. Les impulsions d'aigle ont diminué. Ma vision est redevenue normale. Je ne ressens plus cette attraction magnétique pour les endroits élevés. Mais je sais que le pouvoir est encore là, endormi, en attente. Si jamais j'en ai vraiment besoin, si ma famille est en réel danger, il pourrait se réveiller à nouveau. Mais ce serait la dernière fois, parce que je sais maintenant que je ne peux pas vivre indéfiniment entre les deux mondes. Je devrais finalement choisir, être complètement humain ou me perdre dans la forme animale pour toujours. J'ai choisi d'être humain, j'ai choisi ma famille, j'ai choisi cette vie simple et normale en ville. Parfois, je regrette de ne pas voler, je regrette ce sentiment de liberté absolue, de voir le monde sous des perspectives que aucun humain normal ne peut voir. Je regrette la connexion avec quelque chose de plus grand que moi-même, mais quand je regarde Santiago jouer, quand j'embrasse Elena, quand je vis des moments simples et humains, je sais que j'ai pris la bonne décision. Le pouvoir des Nawals est réel, c'est beau et terrible en même temps. C'est un héritage ancestral qui vient avec un coût très élevé. Et tout le monde n'est pas fait pour payer ce coût, je ne l'étais pas. Et c'est bien de l'admettre. Mon grand-père a vécu toute sa vie comme Nawal et a maintenu l'équilibre. Il était plus fort que moi à cet égard. Mais il a aussi payé un prix. Une vie de solitude, de secrets, de charges constantes. J'ai choisi différemment. Et même si parfois je ressens de la nostalgie pour ce que j'ai laissé derrière, je ne regrette pas. Parce qu'à la fin, ce qui est le plus important, ce n'est pas le pouvoir que tu as. C'est comment tu choisis de l'utiliser. Et parfois, la décision la plus sage est de choisir de ne pas l'utiliser du tout. Et ainsi se termine le récit que Matteo m'a partagé. Il m'a écrit récemment en disant qu'il est toujours à Mexico, que sa famille va bien et qu'il ne s'est pas transformé ces 2 dernières années. Il dit qu'il ressent parfois l'appel, surtout quand il voit des aigles voler, mais il reste ferme dans sa décision de vivre comme un humain. Si jamais tu as ressenti qu'il y a 2 parties de toi qui se battent pour le contrôle, ou si tu connais des histoires sur des Nawals dans ta région, partage-les dans les commentaires. Ces traditions ancestrales méritent d'être rappelées. Si tu as aimé cette histoire, abonne-toi pour plus de contenu chaque semaine. Prends soin de toi et souviens-toi que le plus grand pouvoir est parfois de savoir quand ne pas utiliser le pouvoir que tu as. À bientôt.